installer, s'il vous plaît. Merci aux dernières personnes debout. Vous avez quelques places encore. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence qui s'intitule « Les religions au travail et l'entreprise entre neutralité et laïcité ». Alors, j'allais dire bienvenue chez Eurydice, mais en fait, nous ne sommes pas tout à fait chez Eurydice Business School. Nous aimerions bien avoir cet amphithéâtre, mais nous sommes ce soir particulièrement ravis de remercier du coup Orange Business Services qui nous accueille alors, entre voisins, puisque nous sommes à 200 mètres de chez vous. Mais je souhaitais vraiment tout particulièrement remercier d'abord Madame Marie-Dominique Leclerc, responsable de la diversité chez Orange Business Services, qui nous a vraiment rendu un fier service, mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis je vais vous demander d'accueillir Monsieur Junique, qui va vous accueillir au nom d'Orange Business Services. Merci à vous. Ça marche. Bonsoir et bienvenue à tous. On est vraiment très heureux de vous accueillir ce soir. C'est un moment particulier pour nous. Orange Business Services, c'est la division, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la division entreprise du groupe Orange. C'est 21 000 salariés dans le monde. On est présent, on a des salariés dans 80 pays du monde. C'est pour dire que la question du respect des différences, de la neutralité, du savoir travailler ensemble, quelles que soient vos religions ou vos différences, est un sujet qu'on vit au quotidien. On a des équipes en Inde, en Égypte, au Brésil, dans beaucoup de pays et au Japon. Et c'est vrai que pour nous, un sujet comme celui-ci est un sujet qui nous interpelle évidemment parce qu'on est basé en France, c'est un sujet d'actualité, mais aussi dans la façon dont on doit appréhender la relation à l'autre, dans toute sa diversité culturelle, professionnelle et y compris religieuse. Vous le savez, quand on est en Égypte, évidemment, c'est un sujet qui s'adresse différemment, par exemple, que quand on est basé en France, ou même en Inde, où le religieux prend une place parfois très importante dans le quotidien et dans les relations personnelles et de travail. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici chez Orange Business Services. Merci beaucoup, Monsieur Poirot. Merci à toute l'équipe dirigeante d'Eurydice, à Madame Crépin, qui a pris l'initiative de cette rencontre, de cette conférence, et bien entendu à tous nos intervenants qui, j'espère, ce soir vont nous aider à mieux comprendre, à mieux partager et à mieux vivre cette question qui est parfois délicate, mais passionnée, mais évidemment passionnante. Donc, je vous souhaite une très belle soirée ce soir et j'espère que nous aurons à nouveau l'occasion de vous accueillir et de partager avec vous lors d'autres événements, si éventuellement vous en avez. Nous connaissons l'adresse maintenant et donc vous avez vu, on rentre pas facilement quand même. Hein. Bonne soirée. Alors, je voudrais d'abord dire quelques mots. On fera vraiment les remerciements à la fin parce que c'est un projet étudiant qui a démarré il y a 9 mois, mais je laisserai d'ailleurs la chef de projet évoquer toutes les personnes que nous devons remercier. Je voulais démarrer pour dire quand même 2 mots sur Eurydice Business School, puisque même si nous avons à peu près 2/3 d'étudiants ce soir, nous avons aussi des recruteurs et des partenaires entreprises, ce qui me permettra de dire un mot. Nous sommes une école, on dit souvent qu'on est la grande école du commerce B2B, parce que nous sommes absolument spécialisés dans ce domaine, dans le domaine de la vente, la négociation, et nous sommes une des rares écoles qui assumons d'ailleurs le fait de faire du commerce, ce qui paraît étrange quand on est dans une école de commerce, mais ce n'est pas si évident que cela quand on est fait plutôt du management, de la finance ou du marketing. L'idée, nous sommes donc à 300 mètres d'ici et nous formons des ingénieurs d'affaires, donc de la vente complexe, de la vente stratégique, et principalement dans le secteur du numérique, du digital, mais pas seulement. Donc, si après cette conférence, vous souhaitez discuter avec nous de ça, il y a plein de possibilités de recrutement chez nous. Alors, je voulais ensuite, surtout évidemment, introduire cette conférence sans être trop long, mais la première grande question qui se pose, c'est d'abord pourquoi choisir un sujet comme le fait religieux en entreprise, et justement pour une école spécialisée. Et il y a 4 raisons à cela qui, en tout cas, nous ont vraiment stimulés pour choisir ce sujet. Première grande raison, c'est que tout simplement, d'abord, nous sommes une école d'enseignement supérieur. Et même si notre vocation est plutôt de former des professionnels tels que je viens de le dire, on s'aperçoit que, quelle que soit notre spécialisation,
il est très important d'apporter un éclairage, alors j'allais dire éclairé, mais sur des sujets sensibles. D'ailleurs, quand on évoquait cette conférence avec différents intervenants, ils me disaient super sujet, mais attention, c'est sensible. Ben, c'est justement parce que c'est sensible qu'il faut sensibiliser. Et ne laissons pas juste les obscurantistes de tous bords le soin de pouvoir justement monopoliser ce type de sujet qui façonne notre vie quotidienne. Deuxième raison, c'est que nous sommes convaincus, au sein d'Eurydice Business School, que la culture générale est véritablement un fondement, du socle de compétences, si vous voulez, d'un professionnel du XXIe siècle. Et plus que jamais, c'est une compétence déterminante. D'ailleurs, pour citer Émile Henriot, qui était écrivain, et qui définissait la culture générale comme ce qui reste à l'homme lorsqu'il a tout oublié. Ben justement, nous, la culture générale, c'est ce qui va nous rester, puisque nous ne voulons pas oublier. Et selon nous, du coup, pour faire des professionnels accomplis, il est impératif, j'allais dire, qu'ils soient des individus cultivés. D'ailleurs, puisqu'on parle de professionnalisme, sachez d'ores et déjà que cette conférence s'inscrit dans le cadre pédagogique du cursus d'Eurydice Business School et que ce sont des étudiants de Master 2 qui ont complètement organisé. Alors cette conférence qui s'inscrit d'ailleurs dans un cycle, mais qui est un peu le point d'orgue de cette année. Et je crois pouvoir dire qu'ils ont mené à bien ce projet. Je vous demande d'ores et déjà d'ailleurs quelques applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Troisième raison qui a motivé notre choix, c'est que Eurydice est un exemple d'école qui est véritablement ancrée dans son territoire et dans son écosystème. Et que, tout comme Orange Business Services, tout comme le groupe Randstad qui n'est pas très loin, comme l'AFNOR qui est aussi un voisin qui est présent ce soir, nous sommes présents à la Plaine Saint-Denis et aussi en Seine-Saint-Denis, et nos étudiants sont également le reflet de cette diversité à la fois culturelle et sociale. Alors, et plus qu'ailleurs, j'allais dire, nous avons ce devoir de leur parler d'une réalité, même s'il s'agit de ne pas les réduire à cette seule identité. Ils en ont bien d'autres. Et sachant que cette réalité, ils vont aussi avoir à la vivre en tant que manager et futurs managers, puisque ce sont des questions qui vont se poser à eux très bientôt, quand elles ne se posent pas déjà. Et ce soir, nous allons essayer d'esquisser aussi des réponses opérationnelles à travers nos invités prestigieux. Et enfin, dernière raison qui a vraiment été aussi au centre du choix de ce sujet, c'est que, au-delà du fait religieux, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette organisation même qu'est l'entreprise, cette organisation humaine, ce collectif. Et ce collectif, en réalité, qui est souvent étudié aujourd'hui, ça a longtemps été une boîte noire. Il a fallu d'abord que les sociologues, les psychologues s'en emparent à partir des années 20-30, les économistes plus tardivement, et on s'aperçoit que cette boîte noire, entre guillemets, c'est quand même un monde à part, c'est presque un fait social total pour paraphraser Durkheim. Et l'idée, c'est que dans cette boîte noire, on s'aperçoit, et ça va être l'objet aussi de notre discussion, que c'est souvent un lieu où il y a des ajustements, des compromis, des formes de conventions d'ailleurs qui ne sont pas celles de la société, qu'on connaît par exemple à l'école, ou dans d'autres secteurs de la société. Et c'est ça également que nous souhaitions interroger ce soir. Et nous finirons d'ailleurs par cette problématique que nous avons choisie en disant, est-ce que l'entreprise privée, s'entend, doit être un espace neutre, on pourrait même dire presque un espace de neutralisation, ou au contraire, est-ce que c'est un espace public, au sens qui accueille du public et qui est un espace collectif, et qui, lui, du coup, ressortirait de règles qui seraient davantage celles des services publics, avec justement la question de la laïcité qui va se poser. Donc c'est l'ensemble, si vous voulez, de ces thématiques que l'on va essayer, alors non pas de résoudre ce soir, bien évidemment, restons modestes, mais en tout cas d'esquisser aussi pour nos étudiants. Et puis évidemment, je remercie d'ores et déjà nos invités d'avoir soutenu ce projet, et nous attendons encore M. Haïm Corsia, grand rabbin de France, qui nous rejoindra en cours de route. Pour démarrer cette conférence, nous allons d'abord démarrer par une présentation d'une étude qui a été menée par l'Observatoire du fait religieux en entreprise, l'OFRE, avec un laboratoire qui est le CRAP, et surtout avec l'Institut Randstad. Et je vais appeler Madame Aline Crépin, directrice de la RSE du groupe Randstad et également déléguée générale
de l'Institut pour nous présenter cette étude. C'est à vous, Aline. Alors, ça nous permet une petite transition. Il y avait des émissions avant, on disait Magnéto Serge. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, mais on va juste voir si la transition se fait. La transition se fait, c'est parfait. Bonjour à toutes et tous. Je vais donc vous présenter en introduction de nos débats les résultats de la 3e étude que nous avons menée avec l'Observatoire du fait religieux en entreprise. Comme le disait Erwan Poirot tout à l'heure, cette question est sensible, mais je pense que c'est une question qui génère toujours ce type de réaction, puisque moi, ça fait à peu près 7-8 ans que je travaille sur cette question-là. Et il y a 7-8 ans, pourtant, c'était peut-être moins médiatisé, mais c'était déjà très sensible. Donc on va essayer d'enlever le côté sensible et le côté émotionnel qu'il y a à chaque fois qu'on parle de religion. C'était vraiment le but de ces 3 ans d'études, c'était d'essayer de dépassionner le débat, qui est toujours extrêmement passionné et toujours extrêmement déformé aussi dans son traitement médiatique. Donc je vais essayer de ne pas glisser dans ce travers habituel de la médiatisation du fait religieux. Alors, très rapidement, c'est pas là. Jusque-là, dans le direct, tout allait bien. Tout allait bien jusque-là, mais ça va. Du coup, je ne sais pas si j'appuie au bon endroit. Ah, non, attendez, c'est bon. Vous inquiétez pas. Ça va aller mieux comme ça. Elle n'était pas branchée. Sébastien, on va le passer pour... Il ne se passe absolument rien. Et la vôtre marche? Elle était comme ça, donc je viens de la brancher. Alors, sinon, je crois que vous avez dans vos dossiers... Alors, pas tous. Juste, je vais peut-être faire un signe à la... Ah, voilà. Merci. Ça y est, tout va bien. Alors, il faut que j'appuie sur quelque chose, finalement. Alors, après, on va voir si ça ne marche pas, on fera passer... On enverra un petit message à la régie pour passer les slides, du coup. Alors, rapidement, 2 mots sur l'échantillon. On a interrogé à peu près 1300 personnes sur l'ensemble du territoire français. L'échantillon est à peu près représentatif et avec également des appartenances religieuses ou des déclarations d'appartenance religieuse, avec à peu près 56% de personnes se considérant comme croyants, ce qui ne veut pas dire particulièrement pratiquants. Vous avez également les chiffres des personnes qui se disent pratiquants, qui est beaucoup plus faible. Ce qui est important, au-delà de l'échantillon, c'est d'avoir en tête que parmi les personnes que nous avons interrogées, on a des managers principalement, des personnes des RH également, des salariés. Et c'est ce qui nous intéressait, c'était vraiment de pouvoir voir l'importance du fait religieux en entreprise, quelle était sa progression ou pas depuis l'année dernière notamment, et comment les managers arrivaient à assumer leur fonction de manager dès qu'il s'agissait de parler de fait religieux. Alors, on a d'abord posé la même question que depuis 2 ans sur la fréquence du fait religieux dans les entreprises. Alors, l'année dernière, on avait à peu près 10-12% des personnes interrogées qui disaient qu'elles avaient régulièrement à traiter des questions relatives aux faits religieux. Cette année, elles sont presque le double, presque 25%. Quand je parle de régulièrement, c'est toutes les semaines ou tous les mois. Et c'est effectivement une tendance générale assez importante. Alors, comment on peut l'expliquer? Peut-être quelques éléments de contexte par rapport à ces études aussi. Quand nous avons démarré il y a 3 ans et qu'on interrogeait les personnes sur le fait religieux en entreprise, la plupart n'avaient pas tellement d'avis. Elles n'étaient pas... pour elles, déjà, l'entreprise était un lieu laïque. Je crois que depuis, elles ont enfin compris que ce n'était pas le cas, mais jusqu'à présent, c'était quand même très ancré. Et puis, elles n'avaient pas forcément en tête ce que ça recouvrait, ce fait religieux en entreprise.
On a eu un certain nombre d'événements qui sont venus médiatiques ou médiatisés, qui sont venus ponctuer les débats, notamment le cas Babylou, qui a fait couler beaucoup d'encre et fait parler de beaucoup de façons du fait religieux, avec beaucoup de détournements aussi de la façon dont on a traité ce cas. Donc déjà, l'année dernière, on avait une meilleure connaissance, ou alors peut-être un petit peu... je dirais un petit peu détournée, mais une meilleure connaissance de ce fait religieux. Et puis, l'année dernière, nous avons eu les débats de société autour du mariage pour tous, où la religion s'est beaucoup invitée aussi dans le débat. Et là, on constate cette année une recrudescence, en fait, de l'éveil à la question religieuse. Alors, ça peut expliquer aussi cette augmentation du nombre de cas, c'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement des gens qui n'hésitent plus à revendiquer une religion ou une autre, et puis des managers qui sont peut-être plus attentifs quand on va leur parler de congés pour fêtes religieuses, qu'auparavant où, ma foi, ça leur passait peut-être un petit peu au-dessus de la tête sans que ça reste dans les cerveaux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste, ce qui peut expliquer cette augmentation. Le type de fait religieux... Alors, je ne sais pas... Voilà. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je n'appuie sur rien, mais tout va bien. Cette année, on est à peu près sur le même type de fait. La première étant, à près de 20%, la demande d'absence pour fêtes religieuses. Donc, vous voyez que c'est pas forcément... Quand on parle de faits religieux en entreprise, avec le brouillard médiatique, on a souvent l'impression que c'est un problème religieux, que c'est un conflit religieux. On n'est pas forcément là-dedans, fort heureusement. Donc, quand on parlait tout à l'heure de personnes qui étaient face aux faits religieux, c'est pas forcément, et on va y revenir, une question de conflictuelle. Donc ça, c'est important de le souligner. Donc, les principales demandes sont plutôt des demandes d'absence pour fêtes religieuses, qui, dans la majeure partie des cas, ne pose pas de souci. Deuxième, le port ostentatoire d'un signe religieux, qui là a pris un peu de force entre les deux études. Et puis, les demandes d'aménagement du temps de travail. Ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre d'effets qui peuvent être des effets bloquants dans l'entreprise, comme le refus de travailler avec une femme ou sous les ordres d'une femme, ou bien entendu le prosélytisme, ou encore le refus de réaliser des tâches pour motifs religieux. Mais quand vous regardez le pourcentage de cas, on est pour chacun de ces items en dessous de 5% des cas. Donc on est vraiment là, bien sûr sur des cas qui sont bloquants, qui sont extrêmes, mais qui sont marginaux. Justement, on voit sur ce graphique, sur les 3 années d'études, l'importance des cas bloquants ou conflictuels. C'est ceux qui sont en bleu marine. Donc vous voyez que sur une échelle de 100, ils sont très faibles. Certes, ils sont en augmentation, puisqu'on est passé de à peu près 3% des cas en 2013 à 12% en 2015. Dans le même temps, quand on considère le nombre de personnes qui ont à gérer des faits religieux, donc qui a aussi augmenté, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a seulement 6% des gens interrogés qui sont confrontés à des cas religieux bloquants ou conflictuels. Alors, vous allez me dire, ça fait quand même beaucoup, ça augmente, etc. Mais si on voit le verre à moitié plein, ça veut dire que 94% des cas ne sont pas des cas conflictuels. 94% des gens n'ont pas à traiter de cas conflictuels. Alors, on est allé justement creuser un petit peu sur quelles étaient les raisons qui expliquaient la complexité des situations, justement pour essayer de voir la part de l'émotion dans l'affaire et la part de la réalité de la complexité. Ce qui revient dans 60% pour 60% des répondants, c'est la menace d'accusation de racisme ou de discrimination. Donc à chaque fois, quand les personnes pensent que le cas est compliqué à gérer, c'est parce qu'ils ont peur d'être mis en cause à titre personnel. Deuxième possibilité, ça peut être aussi la remise en cause de l'entreprise, de son organisation, de la légitimité de l'entreprise, qui peut expliquer cette difficulté.
le refus de discuter pour à peu près 35%, la remise en cause de la légitimité du manager dans 25% des cas. Ça peut être aussi la présence de tiers extérieurs à l'entreprise. Donc ça, c'est un phénomène nouveau qu'on n'avait pas vu sur la précédente enquête. Et puis les demandes collectives qui sont effectivement, alors qui sont très très faibles en pourcentage, mais qui pour le coup, quand elles arrivent, sont éminemment difficiles à résoudre. Alors on est allé creuser aussi la question de la place de la religion au travail, dans l'entreprise certes, mais surtout entre collègues. Parce qu'on a vu que, comme on est vraiment sur quelque chose d'assez émotionnel, on voulait ressortir un peu ces émotions. Ce qu'on peut constater, c'est que la grande majorité des personnes connaissent la religion de leurs collègues. Et dans 92% des cas, ils ne sont pas gênés par la pratique religieuse de leurs collègues. Donc ça, c'est important aussi. Ça contrebalance un peu ce qu'on peut lire dans la presse. En revanche, quand on va leur demander, le suivant, quand on leur demande est-ce que la pratique religieuse peut avoir un effet sur les relations entre collègues, donc là on est dans la supposition de l'effet, ils vont dire non à 40%, oui un effet positif à 22%, mais oui un effet négatif à 38%. Quand on le ramène aux 8% qui sont gênés par la pratique religieuse, vous en avez en revanche 38% qui pensent que la pratique peut avoir un effet négatif. Donc là, on est aussi beaucoup, et je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure, entre l'écart de perception qui est généré entre la réalité de ce que les gens vivent et ce qu'ils projettent, et là on est complètement dans le fantasme, et dans l'émotion par rapport à cette question religieuse. Alors, l'effet positif, il est bien sûr plus nommé par les croyants pratiquants que par les autres. Alors, ce qu'on est allé regarder aussi, c'était le port des signes religieux, puisqu'on a vu qu'il y avait une augmentation de ces ports de signes. 63% des personnes, alors on va le faire à l'envers, 37% des personnes portent des signes de pratique religieuse en dehors du travail, et 22% au travail. Donc on voit la part des personnes qui sont susceptibles d'enlever leurs signes religieux pour entrer dans le collectif de l'entreprise. Dernière partie, dernier thème, la gestion du fait religieux par l'entreprise et par son management. Alors, on est allé demander en fait aux personnes si l'entreprise pouvait adapter son organisation si c'était demandé par des salariés. Et d'une manière générale, les personnes interrogées sont plutôt contre le fait que l'entreprise s'adapte. Alors, pour 70% d'entre eux sont contre le fait que l'entreprise fasse coïncider les horaires de pause avec celles des prières rituelles. Près de 60% sont contre le fait de tenir compte des calendriers religieux pour organiser le temps de travail annuel. Et 60% d'entre eux sont contre le fait de mettre à disposition une salle réservée pour les pratiques religieuses. Alors, deuxième axe de réflexion également. Comment doit-on prendre en compte les demandes pour motifs religieux ? Alors, d'une manière générale, les gens disent donc que le caractère religieux rend la demande plus difficile. Ça, pour plus de 60% d'entre eux, c'est leur sentiment. Mais en revanche, pour à peu près le même pourcentage, ils pensent que ce n'est pas la peine d'accorder une attention particulière aux demandes pour motifs religieux. Et alors, à près de 90%, ils pensent qu'une demande pour motif religieux doit être traitée comme une demande pour motif personnel, quel que soit le motif. Ça, c'est une chose, ça, c'est dans la déclaration. En revanche, dans la façon dont les gens le traitent, il y a un vrai écart. On est allé aussi regarder comment, alors ça ne doit pas être très lisible au fond, je suis désolée, comment on tient compte ou pas de la pratique religieuse dans l'organisation du travail de l'équipe. Donc là, c'est plutôt dans cette organisation de la petite entité, de l'équipe, pas de l'entreprise en général.
globalement, la pratique religieuse n'est pas prise en compte dans presque 90% des cas pour répartir les tâches, les rôles et les missions. Elle peut être en fait prise en compte parfois à un peu plus de 20% pour établir les plannings de vacances et à près de 20% pour établir certains plannings de travail. Mais en revanche, ce n'est pas en fonction de la pratique religieuse qu'on va formuler des remarques sur le travail effectué ou sur le comportement au travail. Dernier point, une des grandes questions était: faut-il une loi pour cadrer la prise en compte du fait religieux dans l'entreprise? Alors, à peu près 70% des personnes interrogées pensent qu'il ne faut pas de loi. En revanche, à peu près le même, alors un peu moins, 65% des personnes pensent qu'il faut que les entreprises aient des positions officielles très claires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit quelque chose de caché, il faut que ça soit quelque chose qui puisse être exprimé, compris et partagé par tous. On a également exploré la question du principe de laïcité. Est-ce qu'il devrait s'appliquer aux entreprises privées? Alors là, on dit qu'il n'y a pas de loi, on dit qu'il faut pas de loi, qu'il faut des règles, mais en revanche, à 79%, ils trouvent que ça devrait s'appliquer. Après, quand on va creuser qu'est-ce qu'il y a derrière le principe de laïcité, tout est là. C'est-à-dire que pendant les années précédentes, il y avait un amalgame complet entre laïcité et neutralité, dans l'esprit du service public. Aujourd'hui, derrière laïcité, on met aussi la protection des cultes. On n'est pas exclusivement dans cette neutralité. Donc là, il y a aussi quelque chose qui a évolué. Et enfin, dernier éclairage, on a également demandé: faut-il interdire les signes religieux au travail? La réponse est oui à 64%. Alors, on a fait la même question aussi sur les étudiants. Alors, on n'a pas encore les résultats complets de l'étude sur les étudiants, mais les étudiants, on était à 50-50. Les étudiants, donc au-delà du supérieur. Hein. Et là, bien entendu, il y a une différence entre les non-pratiquants et les pratiquants qui ont une position un petit peu différente, ce qui est assez logique. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'on voit bien dans ces dernières questions aussi quelques paradoxes entre ce que les gens vivent et ce que les gens aimeraient vivre. Voilà. Je pense que ça va être l'occasion d'en débattre. Écoutez, je crois qu'on aura pas mal d'éléments pour nourrir notre débat. Un grand merci, Aline. Je vais vous demander du coup de vous installer. Alors, nous allons maintenant en profiter, du coup, prenez place, s'il vous plaît. On laissera alors le siège à l'extrémité à M. Moussaoui, mais parce que vous avez un impératif et vous nous quitterez sûrement avant. Alors, on va justement accueillir nos invités et les faire échanger entre eux, en tout cas à partir des résultats qui vous ont été présentés, sachant que nous aurons 3 temps de discussion dans cette conférence, et ensuite nous ouvrirons, parce que je sens que certains aussi ont des questions à poser, le débat, en tout cas au public. Je vais d'abord accueillir, et l'ordre alphabétique sera respecté, donc Nicolas Cadenne, qui est rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, si vous voulez bien venir ici, service qui dépendent du Premier ministre. Nous accueillons également François Claveroli, qui est président de la Fédération protestante de France. On va garder l'ordre des couleurs. Madame Crépin, donc du coup, qui a déjà été présentée, mais qui va apparaître normalement si on fait apparaître le nom. Raïm Corsia, grand rabbin de France et également membre de l'Institut de France. Merci à vous d'être présent. Donc vous êtes ici, tout à fait, si ça vous va. C'est l'ordre aléatoire qui a sévi. Alors, Monsieur Mohamed Moussaoui, qui est président d'honneur du CFCM. Et j'allais dire chers collègues, puisque vous êtes aussi maître de conférences des universités. Et puis surtout un grand merci, puisque le Ramadan démarre demain. Et donc je sais que c'est un moment important pour vous. Nous accueillons également Bruno Stéphanie, qui est fondateur et PDG du groupe Viveris.
partenaire de l'école et qui est également membre du groupe des cadres catholiques. Et puis enfin, par ordre alphabétique, David Vauclair, qui est historien et chercheur, historien des religions notamment, et qui a commis un ouvrage très didactique sur les religions d'Abraham. Alors, vous allez devoir vous partager les micros. Donc vous avez 3 micros ici. Je vous les passe et être sûr qu'ils sont branchés. Je voulais démarrer par Monsieur Vauclair, puisqu'on va donner un peu de profondeur, peut-être historique, pour démarrer ce débat. Et j'allais dire, d'ailleurs, c'est une question aussi qui vous sera posée, notamment en lien avec ce qu'a dit Aline Crépin, sur le fait que ce sujet est un sujet qui est de plus en plus d'actualité, même s'il n'est pas forcément justement relié à l'entreprise. Est-ce que peut-être vous pourriez nous retracer quelques éléments, notamment sur le lien qui existe entre faits religieux et entreprise? Et ce lien semble plutôt récent. Il est ancien évidemment sur la question de laïcité, ancien sur la question de l'école, mais sur l'entreprise, c'est moins évident. Cher David. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accueillir aussi dans une salle aussi jolie et aussi impressionnante. Pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a 2 éléments sur lesquels vous devez vous concentrer. Il y a un premier élément qui est l'élément de savoir comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble. Et ça, à ce niveau-là, dans l'histoire du monde, vous avez une multitude de témoignages qui démontrent qu'il peut y avoir des tensions de temps en temps entre cultures, entre religions ou entre familles. Vous allez avoir par exemple Sénèque qui apprendra à Néron que la religion est intéressante parce qu'elle est donc vraie pour les gens simples, les gens du peuple, elle est fausse pour les sages et elle est utile pour les puissants. Et donc en conséquence, tout chef doit utiliser la religion pour faire avancer son agenda et ce qu'il pense. Et puis après, derrière, il y a véritablement votre question qui est le rapport entre religion et entreprise. Et ce rapport-là, eh bien, il se développe dans les années 60. Et il se développe avec la 3e vague de mondialisation que vous connaissez certainement déjà tous. C'est le moment où vous avez une projection des entreprises dans des lieux qui ne sont pas leur lieu d'origine et en conséquence la prise en compte d'une multitude avec laquelle il faut essayer de trouver une solution. Finalement, la question religieuse, elle apparaît quand les minorités sont des minorités suffisamment importantes pour qu'on puisse les prendre en compte, finalement, qu'elles aient une voix suffisamment importante pour que véritablement la société se décide à changer, se décide à transiger. Donc si vous prenez l'exemple de la France, elle passera après les États-Unis, mais pour l'exemple des États-Unis, c'est en 1964 que vous allez avoir au niveau des lois une législation qui prendra en considération le fait religieux dans l'entreprise. Avant, ce fait religieux n'existe pas. Et en France, on verra au fil des années, plutôt dans les années 1980 et très clairement après les années 2000, comme vous le soulignez, une importance de plus en plus grande. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet central. D'accord. Merci. Alors, n'hésitez pas du coup aussi à réagir, puisque c'est l'objet de pouvoir aussi échanger entre vous. Alors, je voulais du coup donner la parole à Monsieur Cadenne, non pas au nom de la laïcité, mais juste parce que l'Observatoire de la laïcité produit aussi des études. Et au-delà des réactions, et n'hésitez pas à le faire si vous souhaitez commenter l'enquête que nous a présentée Aline Crépin, mais est-ce que du coup, dans les études que vous produisez également, vous trouvez les mêmes éléments que dans l'étude qui a été produite par l'Offre et par l'Institut Ronstadt? Alors, on va vérifier si les micros marchent. Oui. Alors la réponse est oui. On retrouve exactement le même. On fait le même constat. On se déplace beaucoup aussi sur le terrain. Donc au-delà des études, sur le terrain, lorsqu'on fait des formations sur ces questions, on a exactement le même constat. Et d'ailleurs, ces résultats contrastent considérablement avec le traitement médiatique de ces questions, mais aussi avec certaines déclarations politiques, il faut l'avouer, sur ces questions. Donc cela prouve une chose, c'est qu'il y a une profonde méconnaissance de ce qu'est la laïcité et une profonde méconnaissance des règles permettant de gérer le fait religieux dans l'entreprise. Donc notre premier travail finalement, c'est bien ce travail de pédagogie de la laïcité et de formation sur la gestion du fait religieux, notamment dans l'entreprise. Donc c'est ce à quoi nous nous sommes attelés. Nous avons notamment effectivement édité des guides
pour permettre de répondre aux situations concrètes qui sont posées dans l'entreprise. Alors, juste pour resituer, nous aurons donc, je disais, 3 temps. D'abord, nous réagirons justement à l'enquête qui a été proposée. Ensuite, nous verrons la dimension plutôt managériale de ces éléments, c'est-à-dire comment on fait pour gérer très concrètement et d'avoir des éléments opérationnels. Et nous terminerons par la question qui a déjà été introduite et qui est quand même l'objet final, c'est de savoir finalement est-ce que l'entreprise doit être un lieu spécifique, soit de neutralité, soit de laïcité. Quelle laïcité on entend par ça? Je vois, Monsieur Corsia, que vous avez le micro, n'hésitez pas. Pour aller dans ce sens, d'abord, je trouve que l'Observatoire de la laïcité fait un travail remarquable. Il a pondu deux textes très importants. Premier sur effectivement ces questions de religion au travail, mais un second qui a été essentiel sur la question de la neutralité supposée des crèches pour cette proposition scandaleuse, proposition 61 si j'ai bonne mémoire, qui risquait de dénaturer complètement l'esprit de la laïcité. Et c'est en cela que votre étude est passionnante. C'est que, d'abord, elle est formidable, mais avant toute chose, elle donne la possibilité de se rendre compte qu'avec le mot laïcité, personne ne parle de la même chose. Personne. Donc quand vous donnez un chiffre en disant tels veulent la laïcité, mais laquelle? Oui, je peux même vous dire 100% de gens veulent la laïcité, mais chacun veut la sienne. D'ailleurs, pour vous citer quand même, Monsieur Corsia, j'ai une définition que vous donnez. Vous dites la grandeur de la laïcité, c'est que toutes les religions puissent s'exprimer, mais qu'elles ne soient pas seules à décider. Alors c'est peut-être pas la seule que... Il m'arrive de dire des trucs intelligents, et là... C'est pour ça que j'en profite. Et en plus, je suis d'autant plus content que pour une fois, c'est pas mon assistante qui me l'a soufflé. Parce que d'habitude, je suis que son perroquet, donc là c'est bien, tu vois. Il y a elle, tu vois, l'air de rien. J'arrive à me débrouiller sans toi. C'est fou, hein. Impressionnant. On fait aussi des enquêtes. La laïcité, c'est ça. C'est en fait la neutralité de l'État et la liberté religieuse. Vous avez remarqué dans votre étude, ça n'apparaît pour la première fois que dans 58%, si j'ai bonne mémoire du chiffre, 58% des gens le citent comme deuxième élément. Premier élément cité, neutralité de l'État. Si j'ai vu ça assez rapidement, mais j'ai vu ça. Elle m'a dit, notez bien ce chiffre, il est important. Donc, vous voyez comment je restitue, c'est bien. Là-dessus, je reviens. Donc, sur la définition, du coup. Ils nous ont donné un texte remarquable qui nous a permis d'aller voir les groupes parlementaires en leur disant, écoutez, et toutes les religions confondues, on perd la possibilité que chaque religion a de produire quelque chose pour le bien public. Maintenant, moi, je voudrais essayer de juste attirer votre attention sur le fait que, au-delà de la neutralité, il y a l'intelligence. L'intelligence, c'est un truc qui était très intéressant par le passé, qui consistait à dire, on va réussir à s'arranger localement. C'est-à-dire que quand vous demandez aux gens, est-ce que vous tenez compte des religions? Pas du tout, pour fixer les plannings et tout. Mais enfin, des fois, il faut être un peu intelligent. Récemment, je me suis rendu compte qu'un bonhomme avait lancé un grand symposium international médical. Une bonne idée. Vraiment une bonne idée. Et alors, ils ont commencé à travailler ça, et ils l'ont fait le jour de Kippour. Bon, on fait comme ils veulent. Aucun problème. Sauf qu'un congrès médical, un jour de Kippour, où en gros le corps médical dans le monde est séparé 50-50, 50% Ashkenaz, 50% séfarade, il faut être marge. Donc, vous voyez, là, c'est pas une question de laïcité, c'est une question d'intelligence. Ça veut dire que l'imbécile qui organise ce truc dans son labo et qui pense, moi, la laïcité, je parle pas de religion, je connais rien. C'est pas un laïc, c'est un imbécile. Ça veut dire que dans la vicinalité de notre vie en entreprise, voilà, on est là tous. On s'arrange. Moi, je travaille pas le samedi, par exemple. Eh ben, c'est pas compliqué, je prends les dimanches. Alors, bien sûr, si je commence à dire je veux les dimanches parce que je travaille pas les vendredis parce que mes copains musulmans, et en plus le Shabbat, évidemment non, et la veille du Shabbat non plus, et le lendemain parce que je suis fatigué, ça fait beaucoup. Mais si on est dans une intelligence, dans le mot, alors on arrive à compléter les uns les autres, et c'est ça pour moi la laïcité, c'est l'intelligence de vie qui nous pousse à non pas définir que seul l'un aura raison contre tous les autres, mais à dire chacun peut avoir un équilibre. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas apparaître dans votre étude. Parce que quand on le fait, on ne le dit pas. C'est une grande règle. Quand vous faites quelque chose et que ça marche, pour vous, c'est un non-événement. Donc quand vous dites, dans l'entreprise, est-ce que la laïcité, nous, ça marche très bien, parce que, voilà, on s'arrange, c'est bien. Exemple, moi je vous parle d'un milieu que je connais beaucoup mieux, même si j'ai beaucoup travaillé sur l'entreprise, le monde militaire. Le monde militaire, avant que les musulmans arrivent il y a 10 ans dans les armées, je trouve que c'était le judaïsme qui s'en occupait parce qu'on a des rites alimentaires à peu près communs, des rites partagés. Et donc,
on s'en occupait. Grande règle, on donne des jours de permission. L'armée donne des jours de permission pour Eid el-Fitr et Eid el-Kbir, pour la fin du Ramadan et Eid el-Kébir. Et on ne dit pas que tout le monde peut partir plus tôt, parce que l'enjeu, c'est quelqu'un qui ne mange pas le midi pendant le Ramadan, comme ça va débarrer maintenant, et permet que je te dis par avance, Ramadan Moubarak. Voilà. Vous voyez, la laïcité n'empêche pas de savoir que c'est la fête pour les uns les autres, et on partage aussi du temps. Bref. Alors c'est vrai que quelqu'un qui ne mange pas peut travailler, mais ça risque parfois de déstabiliser un système de travail. Alors on adapte. On dit, on peut adapter. Dans l'armée, on dit à la disposition du chef de section. Chacun analyse localement si ça peut se faire, comment ça se fait. C'est l'intelligence. Donc il faut que les choses soient moins écrites. Voilà pourquoi je suis parfaitement l'initiative et la remarque de l'Observatoire. Pas de réécriture de la loi. Je suis absolument dans cette ligne parce qu'elle est juste et elle est française parce qu'elle est faite d'intelligence, mais l'intelligence de discussion. Alors, avant qu'on soit, parce que là on est déjà presque dans la troisième partie du débat, mais comme ça nous fera un petit teasing. Du coup, je voulais peut-être interroger, donner la parole à M. Moussaoui, parce que je sais que vous allez devoir partir bientôt, mais j'aurais posé d'ailleurs la même question à M. Corsia. C'est-à-dire, est-ce que vous avez observé, puisque nous avons des résultats, mais est-ce que vous, auprès de vos fidèles, auprès des croyants, est-ce que vous avez ces dernières années, justement, une augmentation des demandes qui seraient liées, alors, soit on l'a vu au congé, au port de signes religieux de manière un petit peu plus ostentatoire, voire à des moments de prière. Est-ce que c'est une tendance à la hausse, alors qu'on a vu que le phénomène était quand même finalement relativement encore marginal, même s'il progresse? Est-ce que vous avez vu ça aussi? Non, je pense que l'étude le reflète assez clairement. Il n'y a pas vraiment une demande en augmentation. On est presque dans le constant. Et c'est vrai que le regard que portent les médias, la couverture médiatique de certains cas problématiques ou conflictuels, c'est ce qui fait d'ailleurs ce décalage entre le vécu et le projeté. Lorsqu'on pose la question aux concernés, est-ce que vous êtes d'accord que l'entreprise s'adapte, etc. Il y a un refus parce qu'on pense que ça va créer des problèmes. Et lorsqu'on les interroge sur leur vécu, ils disent finalement ça ne pose aucun problème. Donc je pense que le traitement médiatique des cas conflictuels a forcément un impact sur le jugement que porte chacun les fidèles sur la question. Et du coup, vous pensez, puisque c'était aussi la question qui était lancée par Aline Crépin et que j'avais posée à M. Vauclair, mais que justement les événements plus récents, que ce soit la crèche Babylou, que ce soit évidemment les événements de Charlie plus récemment, mais est-ce que du coup, ça a créé... Oui. Parce qu'on peut imaginer que ça a créé une hypertrophie et qui fait qu'on peut voir à travers ce filtre-là des perceptions, là où avant, d'ailleurs, c'est ce que vous disiez, c'est qu'on n'avait pas nécessairement d'avis. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, a accéléré, ou est-ce que finalement, le soufflet est retombé et du coup, ça ne pose pas tant que ça? Je ne pense pas que les événements, si on parle des événements de janvier, ils ont d'autres conséquences et d'autres répercussions sur le vécu des musulmans et leurs sentiments et la peur que pourrait susciter de tels actes barbares dans notre société. Mais concernant la laïcité elle-même, je pense qu'aujourd'hui, comme Mme Crépin l'avait souligné, c'est aujourd'hui qu'on commence à comprendre le principe de la laïcité, je dirais tel qu'il a été dès 1905. Parce que si on regarde la laïcité, la loi 1905, c'est la clé de voûte de ce principe. Et ce principe, finalement, c'est un principe libéral au départ. 1905, lorsque Aristide Briand parlait de la loi 1905, il disait qu'on a voté une loi libérale qui permet à tous les cultes d'être libres. Et la séparation n'est là que pour permettre cette liberté. Permettez-moi donc de dire finalement la laïcité, elle a deux objectifs, deux finalités, que sont la liberté de conscience, la liberté de tous les citoyens, de croire ou de ne pas croire, de choisir un culte, de se rendre à l'office religieux de leur choix, ou de ne se rendre à aucun office. Et d'ailleurs, cette situation vécue dans notre pays paisiblement par des millions de nos concitoyens peut paraître aujourd'hui normale, alors qu'elle ne l'était pas dans le passé. Donc je pense déjà en soi, c'est que notre vécu, il est
quelquefois, elle est perturbée par un certain nombre de cas conflictuels, mais le vécu, il est là. C'est qu'il y a des millions de Français qui se rendent à différents offices religieux paisiblement, d'autres qui s'abstiennent de le faire, et puis ça ne pose aucun problème dans notre société, à part quelques cas rares. Donc c'est la liberté, et puis la légalité de tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leur appartenance religieuse. Donc ces deux objectifs, ces deux finalités, pour pouvoir les garantir à tous, l'État, il devrait être indépendant vis-à-vis des cultes. Donc cette indépendance, elle est, je dirais, basée sur deux principes, que sont la neutralité de la puissance publique et la séparation des églises et de l'État. En d'autres termes, la séparation permet à l'État d'être indépendant. Les cultes, les religions ne dictent pas à l'État leurs lois ou leurs normes religieuses, et l'État ne s'immisce pas dans l'organisation des cultes, il ne s'immisce pas dans la définition de ce qui est bonne croyance ou mauvaise croyance. Et puis, la neutralité, c'est la neutralité de la puissance publique, là encore. Ce n'est pas la neutralité de l'entreprise ou de l'usager ou du citoyen. C'est la puissance publique. Tout ce qui relève de la puissance publique, notamment les fonctionnaires, ou ceux qui assurent un service public, même s'ils ne sont pas fonctionnaires, mais ils assurent un service public, c'est ceux-là qui sont concernés par la neutralité. Pourquoi ? Parce qu'on veut que ceux qui détiennent la puissance publique puissent être neutres vis-à-vis de tous les autres cultes. Autrement, les citoyens, les employés au sein des entreprises, ils sont libres d'exprimer et de manifester leur religion. Autrement, ça ne serait pas la laïcité. Et d'ailleurs, permettez-moi de dire que lorsque je fais la différence entre les objectifs et les outils, parce que la neutralité et la séparation sont deux outils qui peuvent différer d'un pays à un autre. Vous prenez la neutralité dans les pays anglo-saxons, un fonctionnaire peut éventuellement arborer un signe religieux sans que ça contredise la neutralité. Le président peut prêter serment sur la Bible, notamment quand... Et puis aussi de dire aussi la neutralité et la séparation, ces deux outils, ils dépendent aussi de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, en Alsace-Moselle, il faut bien savoir que le président de la République continue de désigner l'archevêque de Strasbourg et l'évêque de Metz, et que les prêtres et les pasteurs et les rabbins sont payés par l'État. Donc je pense qu'il est lié aussi à l'histoire de notre pays. Une petite question d'actualité, puisque je sais que vous nous laisserez en cours de route, mais puisque le ramadan démarre demain, est-ce que du coup, vous sentez, puisque c'est quand même relié à la question de l'entreprise, c'est ce qui nous réunit ce soir, que justement les demandes sont de plus en plus fortes, que les entreprises de l'autre côté seraient de plus en plus, je ne sais pas, bienveillantes ou tolérantes. Comment cela est-il vécu justement, enfin vous les remontées que vous pouvez avoir du côté, j'allais dire, des fidèles? Je pense déjà les études qu'a faites l'Observatoire sur la laïcité, des études très, très intéressantes, leur consultation de différentes entreprises et des professionnels montrent bien que ça se passe relativement très bien dans notre société. Ça se passe relativement bien. Bien qu'il y a des cas conflictuels qui apparaissent, mais globalement ça se passe très bien. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion à l'époque de rencontrer la HALD, qui s'est occupée à un moment donné de dossier. La même chose, le constat était le même, c'est qu'il y avait très peu de cas conflictuels. Et lorsqu'il y en avait, ils ont été traités au sein de l'entreprise d'une façon intelligente. Très peu de cas ont fait vraiment les médias, le cas Babilou. Et lorsque je posais la question, par exemple, à un moment donné, j'ai le Haut Conseil d'intégration qui était à l'époque, qui a plus ou moins remplacé la HALD, et lorsque, pas tout à fait, mais en tout cas, sur la question de la laïcité, il a voulu prendre une place surdimensionnée. Lorsque j'étais auditionné sur les cantines halal, par exemple, etc., j'ai posé la question aux membres au Conseil. Je leur ai dit, est-ce que vous avez un exemple de cantine qui servent la viande halal? Alors, on dissertait sur un sujet. Là, vous parlez plutôt de l'école. De l'école. Oui. On dissertait sur un sujet, il n'y avait aucun cas. Lorsqu'on parlait des problèmes dans l'entreprise, je leur dis, citez-moi un autre cas autre que Babilou. Et sur les quinzaines des membres du Haut Conseil, ils étaient incapables de citer un autre cas. Même si un cas conflictuel. Parce que la plupart des cas sont résolus d'une façon très... entre les DRH des entreprises, ils arrivent d'une façon intelligente à surpasser les quelques difficultés qui peuvent survenir ici et là. Je crois que M. Clavieroli voulait réagir. Oui, moi je voulais poursuivre la réflexion de M. Moussaoui pour dire que ça n'est pas une question qui est spécifiquement celle de l'islam. C'est vrai qu'aujourd'hui,
c'est celle dont on parle le plus dans les médias parce qu'effectivement, il y a eu ici et là quelques cas. Alors, dans l'éducation nationale, dans la crèche, enfin, dans des choses un petit peu médiatisées. Mais il faut savoir que l'Église catholique, par exemple, a dû s'adapter, enfin, a dû apprivoiser cette loi de 1905. Et elle a mis du temps. Elle a été condamnée par Rome. Il a fallu attendre longtemps pour que, enfin... Est-ce que vous pourriez, pour nos étudiants, par exemple, Oui. peut-être donner un ou deux exemples, si vous avez? Alors, est-ce que vous pensez à des choses en particulier par rapport aux catholiques? Par rapport aux catholiques, donc c'est-à-dire que la loi 1905 n'a pas été acceptée par Rome, Ah oui, et du coup, il a fallu attendre le milieu des années 20 pour que le système soit finalement validé par le clergé catholique et donc la pratique dans le pays, puisqu'il y a eu un moment où l'Église était un peu hors la loi. Enfin, il faut quand même le rappeler, même si c'est un petit peu désagréable. Alors, donc, une accommodation des religions, et je crois que ça y est, l'islam est en train de s'accommoder aussi de cette laïcité et la laïcité elle-même. Alors, c'est le deuxième point que je voulais dire, c'est ce mot d'accommodation, qui est un mot pas très joli en français, mais enfin qui peut se traduire par un autre mot beaucoup plus beau, qui est celui de compromis. Puisque dans le mot de compromis, il y a la promesse. Il y a la promesse républicaine, il y a la promesse démocratique. Et donc, je crois que cet accommodement réciproque qui est devant nous, qui est en cours, est prometteur d'un islam qui va finalement faire comme l'Église catholique, entrer dans le jeu. L'enquête, toutefois, m'a alerté sur un point, c'est le point des revendications communautaires, qui est pour l'instant extrêmement exceptionnel. Enfin, c'est du 0 quelque chose %. Et c'est là qu'on pressent des blocages. C'est lorsque une revendication dans l'entreprise est portée par un ensemble, à la fois dans l'entreprise et peut-être même avec un tiers extérieur, sous pression. Donc c'est cet indice-là qu'il faudrait, à mes yeux, revérifier dans 2 ans, 3 ans, pour voir si on est passé de 0,1 à 10 ou pas. Moi, je suis convaincu que non. Je pense que les choses vont se lisser. Et le dernier point que je voulais dire, par rapport aux religions, parce qu'on dit toujours les religions, vous savez, c'est ce qui relie. Quel joli mot, alors qu'on sait qu'il n'y a pas plus guerrier que les religions. Enfin, c'est bon. Ce qui relie... Oui, les protestants savent quelque chose. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une autre étymologie que je voudrais vous laisser, parce qu'elle est positive à mes yeux, et là, je vais rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure. C'est relire. C'est pas simplement relier, c'est religere, c'est relire ensemble, avec intelligence, avec discernement, notre histoire singulière, l'histoire protestante, l'histoire juive, l'histoire musulmane, l'histoire catholique, et dans cette relecture singulière, tisser du commun, tisser quelque chose qui nous relie aussi les uns aux autres, mais qui est d'abord une relecture critique. D'où l'importance de l'enseignement, mais là, je reviens sur d'autres sujets, l'enseignement du fait religieux. Alors, certains voulaient Oui, réagir. juste une petite... Monsieur Moussaoui, oui, vous avez aussi un exemple, quand on s'était rencontrés, notamment parce qu'on parlait de revendications communautaires ou de l'effet un peu collectif. Notamment, je pensais, je crois que c'était à la RATP, un exemple que vous avez donné, je ne sais pas si c'est celui auquel vous pensez, mais sur le fait que parfois il y a une demande qui peut être individuelle au départ, Oui. mais qui fait un peu tache d'huile, et Oui. qui du coup se transforme moins peut-être dans du religieux que dans une demande plus collective et plus communautaire. Oui, et c'est là où j'ai dit, en fait, on va dire la juridiction, elle est claire. Dès qu'il y a des organisations du service, etc., tout est réglé par la législation actuelle. Simplement, je vous fais un petit commentaire concernant le parallèle qui a été fait entre les catholiques, le refus on va dire, du clerc catholique d'accepter la laïcité en loi 1905. Ce n'est pas le cas des musulmans aujourd'hui. Les musulmans, ils ne demandent que la loi soit appliquée. Il n'y a pas et on demande à ce que la loi soit appliquée, rien que la loi, pas la loi dévoyée. Parce que à l'époque, rappelons 1905, il y avait des députés qui avaient demandé à ce que la soutane soit interdite dans la voie publique. A été longuement discuté au niveau du Parlement. Et puis le Parlement a voté contre cette proposition de loi, en disant, et Aristide Briand, le rapporteur de la loi 1905, avait dit, au moment où on instaurait un régime de liberté, il serait contraire d'imposer un vêtement. Il dit, la soutane, avec le régime de liberté que nous instaurons, la soutane devient un vêtement comme un autre. Monsieur Corsia qui voulait réagir. Oui, c'est parce que c'est N'hésitez très pas pour les intéressant, autres. cette remarque. Les attendus de ce débat-là sur la soutane, c'était attention à la soutane, il faut interdire la soutane dans l'espace public, parce que ça empêche les libres penseurs de libre penser. Ce qui en fait parie sur la bêtise du public.
puisque la vision d'une soutane risquerait d'empêcher quelqu'un de ne pas croire. Alors on veut que ceux qui ne croient pas puissent ne pas croire tranquillement. Et évidemment, la loi, dans son intelligence, dans les débats, on arrive à l'idée qu'il ne faut jamais s'affoler pour un bout de tissu. Non, c'est ce que je traduis, pardon. Je traduis. Maintenant, là où ça devient, à mon sens, très intéressant, c'est qu'en réalité, on parle d'un concept dans l'entreprise qui est celui de l'État. Et que déjà, on a du mal à l'étranger à expliquer la laïcité, qui est un truc très français. Comme tu l'as dit très justement, neutralité d'État et liberté, tu as dit de conscience, moi je préfère liberté de pratique religieuse. Ce qui voit déjà, on commence à avoir en toi et moi une dissension, mais disons globalement, liberté et neutralité d'État. L'entreprise, elle n'a pas cette problématique. L'entreprise, elle a plutôt la problématique exclusive de la neutralité. C'est-à-dire qu'elle veut dire à ses clients et à l'ensemble de ses stakeholders, nous, on n'est pas, on prend pas parti, on respecte chacun, et donc on est d'une certaine manière neutre. Mais la liberté de pratique religieuse, elle est garantie par l'État. C'est-à-dire que l'État nous dit que chaque citoyen a cette liberté. Maintenant, il y a des entreprises qui imposent, par exemple, des codes vestimentaires dans le boulot, parce qu'on ne veut pas recevoir les clients n'importe comment. Donc je pense qu'il devrait y avoir une différence entre des rituels religieux demandés sans visibilité pour les stakeholders, quels qu'ils soient, fournisseurs, clients, etc., et des demandes religieuses avec une visibilité. Par exemple, la prière n'a pas une visibilité pour les clients, quelle que soit l'entreprise. Maintenant, en réalité, la prière, ça concerne l'islam. Mais disons, prenons des demandes plus générales. Il n'y a aucune visibilité. Il y a des demandes religieuses qui n'ont pas une visibilité, il y en a d'autres qui ont une visibilité. La question, alors, même si on anticipe un petit peu plus, parce que c'est normalement la fin du débat, mais c'est pas très grave. Mais par contre, est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de éventuellement d'octroyer un espace de prière, même caché, même discret, ou ce genre de choses? Mon idée, elle est différente. C'est pour ça qu'il faut réfléchir en termes toujours d'intérêt partagé. Contrairement à ce qu'on a toujours appris chez nos grands-parents et qui on veut, le client n'est pas roi. Mon idée, c'est que l'employé est roi. Ça se discutera auprès de ces... Non. Mais je sais bien qu'on vous raconte ça, ne le croyez pas. Et je vais vous dire... En tout cas, pondérez ça, et je vous assure que ce n'est pas elle qui me l'a soufflé. Elle m'a soufflé des trucs dans le genre... Qu'est-ce qu'elle m'a dit tout à l'heure? Elle m'a dit, surtout, il est indispensable d'évoquer neutralité et laïcité. Voilà, c'est fait. Alors, pourquoi le client n'est pas roi? Parce que si vous mettez tout sur le client, et rien et peu sur les employés de l'entreprise, les employés sont malheureux. Et des employés malheureux font des clients malheureux. En revanche, des employés très heureux, auxquels l'entreprise donne une attention particulière. Il ne s'agit pas de tout donner. Il s'agit de donner ce qui n'entrave pas la marche de l'entreprise. En gros, d'instiller de la confiance. En disant, moi, je fais attention à tes besoins, et toi, en tant qu'employé, tu vas donner le meilleur de toi-même. Alors, à ce moment-là, on arrive à donner un service meilleur. Parce que on donne l'entreprise... Alors, j'ai peut-être une vision un peu paternaliste de l'entreprise, mais je pense que l'entreprise, dans le cadre de la RSE, doit aussi faire attention aux demandes du bien-être du personnel. Monsieur Stéphanie, c'est une transition toute trouvée. En tant que chef d'entreprise, que pensez-vous de cette vision? Bon, alors d'abord, un mot sur le problème des clients, parce que de tout ce qui a été dit jusqu'ici, enfin, finalement, je crois il y a beaucoup d'accords entre les participants, plus peut-être sur le fond des choses que sur les mots, où ça diverge de temps en temps. Mais enfin, c'est pas très grave, je crois que sur le fond, on est d'accord. Alors, en ce qui concerne une boîte comme la nôtre, moi, donc, je suis président d'une société de services informatiques, société dans laquelle vous opérez pas mal d'entre vos élèves, peut-être. Des étudiants. Bien. Bon. Qui a différentes caractéristiques, mais une qui me semble quand même être prise en compte, devoir être prise en compte maintenant, c'est que nos ingénieurs sont très souvent chez le client. Ils travaillent chez le client. Et si le client n'est pas content, eh ben, pour des raisons qui peuvent ne pas être bonnes, mais s'il n'est pas content, eh ben, il ne fait pas faire la prestation. Donc, alors le client n'est pas roi, mais c'est quand même lui qui paye en général. Donc, sachant que je crois que votre position, c'était quand même de dire que finalement, sans qu'il y ait de règles forcément si formelles que ça, mais c'est que dans le côté front office, c'est-à-dire quand on est exposé au client, où là, il y a une sobriété extrêmement forte, et qu'en back office,
en interne, Alors, que là, l'intelligence bon, collective alors je vais quand pourrait- même dire qu'on a très peu nous avons très peu de problèmes. C'est-à-dire que j'ai relevé le nombre d'incidents qu'on avait pu avoir. Bon, je pense qu'il remonte quand même, dans l'ensemble, ça remonte. Depuis une dizaine d'années, on est 750. Hein. Bon, j'en ai trouvé 3, et bon, vraiment... En cherchant. Bon, donc, oui, très peu. Bon, c'est peut-être lié à un certain nombre de facteurs. C'est une entreprise de cadre, donc de gens qui sont très peu dépendants dans leur planning, justement, puisqu'ils organisent leur travail comme ils l'entendent. Bon. Mais on a cette contrainte de travail chez le client, et on a eu un cas un peu douloureux là-dessus. Qu'est-ce que nous faisons si un client refuse Notamment, c'était un consultant, je crois, non? Oui, bon, il y a eu plusieurs cas. Bon, il y a celui qui a... Et en ce cas-là, comment vous le il y a traitez? quelques années qui a invité massivement le personnel client à une manifestation contre Israël. Bon, c'était pas... C'est pas de la religion, c'est de la politique, c'est tout ce qu'on veut. Enfin, c'est complètement répréhensible. Je crois que tout le monde sera d'accord là-dessus. Bon. Non, les cas qu'on a pu rencontrer de plus pénibles, c'est des gens qui ont été refusés par le client parce qu'ils considéraient, et je pense que ça peut se produire actuellement dans l'ambiance actuelle, que le client considérait qu'il y avait des problèmes de sécurité à employer certaines personnes qui pouvaient être sous influence par ailleurs. Donc, ce problème, il est quand même pas négligeable dans les sociétés de services. Bon. C'est basé sur quoi? Poser la question. Sur quoi c'était basé? Eh bien... Parce que là, c'était il a enquêté. Là, c'était des client, signes mais il nous l'a physiques, pas dit. visiblement, Il nous l'a pas dit, mais il a enquêté. Et c'était un ingénieur qui il était dans un milieu tel qu'il pouvait... C'est pas seulement les problèmes religieux qui provoquent ce genre de... Bon, on a eu la même chose il y a beaucoup plus longtemps, pour un ingénieur qui avait des relations personnelles dans les pays de l'Est et que certains clients n'ont pas voulu et trouvé que ça mettait en risque la confidentialité des informations qui leur étaient redonnées. Alors, justement, parce que ça nous amène... Mais ceci étant dit, quand même, le problème, on le voit très très Donc peu. vous, c'est très rare. Bon, c'est très Mais rare. Justement, j'aimerais qu'on passe à la partie peut-être managériale, au-delà du fait, pour constater tous que ça augmente un tout petit peu, mais de manière, enfin, sur des éléments concrets, que c'est pas une explosion telle qu'on pourrait s'y attendre. Par contre, la question qui se pose, c'est comment, même sur des cas restreints, on fait quand on est un manager de proximité pour gérer ça. Parce que la bonne intelligence, ça peut fonctionner, mais c'est pas forcément toujours la chose la mieux partagée. Et là, j'aurais une question pour M. Cadenne, mais d'abord Aline du coup, parce que vous aussi, chez Randstad, avec une population qui est très variée en termes de métiers, comment gérez-vous ça? Vous disiez à la fin que souvent les gens souhaitent du cadre. Ils ne souhaitent pas forcément l'État, mais ils souhaitent un cadre. Comment gérer ça? Alors, ils souhaitent un cadre, mais ils souhaitent aussi parfois des choses qui sont... alors, moi, on m'a demandé, par exemple, le Vademekov de toutes les religions, pour savoir ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai. Le problème n'est pas là. L'idée, c'est pas de vous transformer en super connaisseur des religions pour aller définir si la personne qui vous demande quelque chose a raison ou a tort. La question n'est pas là. Et puis, on m'a demandé aussi, on a commencé à rédiger un guide. Alors, il y a certaines entreprises qui ont réussi à en faire. Moi, je n'ai pas réussi. Voilà, il y a La Poste, EDF, un certain nombre en effet. Accenture, on a fait un Casino, je crois aussi. Nous, quand on a commencé à écrire ce guide, à chaque page, on finissait par dire ça dépend des cas. Et moi, écrire un guide pour des managers, pour leur dire ça dépend des cas, c'est peut-être pas la peine. Donc, en revanche, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir une cellule interne qui répond aux questions. Parce que la question centrale, elle est dans le dialogue. C'est-à-dire qu'effectivement, la plupart du temps, on a affaire à des gens intelligents qui, quand on leur explique qu'il y a un enjeu pour le client, ou un enjeu pour l'entreprise vis-à-vis d'un client, pour certains cas particulièrement, ou un enjeu de sécurité, ou un enjeu d'hygiène, ils comprennent. Et donc, ils sont susceptibles aussi de faire certaines avancées et certains d'enlever leurs signes religieux pendant une certaine période, par exemple, ou de se plier à certaines règles assez implicites. Donc, parfois, ça se bloque et le dialogue ne suffit pas, mais quand on dialogue, quand on prend ça de façon très calme aussi,
parce que quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, c'était sur des questions de sécurité aussi, plutôt aéroportuaires. Et à l'époque, les journalistes me disaient « Mais c'est horrible, ça augmente, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je dis « Ben non, j'ai eu un cas, oui, bon, mais pas plus que ça. On fait quand même travailler des centaines de milliers de personnes et c'est très très rare. » Et tous les ans, la question journalistique, c'est mais est-ce que ça prend de l'ampleur, n'est-ce pas? Non, je suis désolée, donc forcément, c'est pas très médiatique ce que je raconte, mais ce qui peut prendre de l'ampleur, c'est pour le manager parce qu'il se sent extrêmement démuni. Mais alors que par ailleurs... Et vous citiez tout à l'heure notamment le fait que souvent, ce qui va se jouer derrière, c'est la peur d'être dans la discrimination, oui, c'est la peur de faire ce qu'il ne faut pas. Et là, moi, je pense qu'il faut qu'il se retourne vers ses RH et qu'il demande, parce que par ailleurs, et pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure sur le ramadan et l'organisation éventuelle du travail et comment ça se passait, on a fait des focus group, nous, au début de l'enquête aussi, au début de l'étude, et on a beaucoup travaillé, nous, avec nos agences, et notamment avec des agences qu'on a en province, qui travaillent sur des métiers de BTP, par exemple, et qui me disaient... En fait, il y a 10 ans, c'était plus compliqué que maintenant. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, les entreprises, c'était tout le monde à la cantine, donc il n'y avait pas de différenciation. Donc quand on faisait le ramadan, il n'y avait pas de prime de panier, par exemple, ou de choses comme ça. Il fallait aller à la cantine, point. Aujourd'hui, il y a une individualisation du traitement du salarié dans les RH qui fait que, finalement, que ça soit pour la religion ou pour autre chose, on a la possibilité de faire des choses très personnelles. Donc, de pouvoir adapter aussi. Et du coup, elle me disait, en fait, avant, on était obligé un peu de se battre avec le client pour dire, oui, mais là, la cantine, ça va pas être possible. Maintenant, c'est même plus un sujet. Avec le client pour pouvoir remplacer la cantine par une prime de panier, par exemple. Je crois que M. Claveroli voulait réagir. Oui, parce que tout ce qu'on entend là et qui est vraiment, qui est un témoignage de ce qui se vit aujourd'hui dans la société, est arrivé progressivement. C'est-à-dire que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que sans doute longtemps, on a été empêché, y compris dans l'entreprise, de considérer la personne non pas seulement comme un salarié ou bien comme un citoyen, comme un employé, mais comme une personne tout entière, avec sa culture, avec son histoire personnelle, son itinéraire, sa généalogie, sa spiritualité. Et cette prise en compte de la personne dans sa totalité, c'est quelque chose qui est advenu assez récemment en France, parce que la France a une culture politique très singulière, qui définit le citoyen de manière très abstraite, finalement, avec des droits et des devoirs, point. Alors qu'en réalité, dès que vous passez la frontière, vous verrez, et moi je le vis, pas quotidiennement, je le vis quand même assez fortement dans le réseau européen dans lequel je me promène de temps en temps, la vision de l'autre est quand même sensiblement différente dans les autres pays. J'étais hier à la commission de Bruxelles, représentant les religions avec des représentants de tous les pays d'Europe devant Timmermans, donc le vice-président de la Commission européenne, qui interrogeait, dans le cadre de l'article 17 des relations avec les religions, les responsables qu'il avait devant lui. Et c'était étonnant de voir comment la vision que moi-même j'ai des religieux en France, ou des religions en France, était finalement étroite. Je suis même, moi, tributaire, au fond, de cette culture politique française qui a une vision du citoyen extrêmement caricaturale, presque abstraite. Et dans l'entreprise, je crois que les choses évoluent. Quand quelqu'un arrive, il est pas simplement un numéro, pas simplement un salarié, même si le client est roi ou prince ou valet, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il est là, mais il n'est pas que ça. Il est aussi à prendre en compte dans toute sa dimension culturelle, spirituelle. Petite question avec M. Corsia et peut-être M. Caden-Régis, mais il se pose aussi souvent un problème, c'est que très souvent, quand une personne est recrutée, elle va mettre un peu sous le boisseau, effectivement, ce qu'elle peut être en termes de croyances ou ce genre d'éléments. Et un des problèmes qui se pose, c'est l'apparition une fois qu'on est recruté. Et donc vous disiez prendre en compte cette singularité, mais souvent ce qui se passe aussi, c'est que, évidemment, si elle exprime trop tôt tel signe, elle peut être discriminée. Et quand ça apparaît, j'allais dire, en cours de route, ça peut être aussi une trahison du pacte de départ. Donc on est dans une sorte de difficulté difficile en tout cas à résoudre.
c'est pas forcément une question pour vous, Monsieur Cadenne, mais allez-y par rapport à ça. Oui, pour répondre à votre question de tout à l'heure et réagir, bon, déjà, il faut garder la tête froide, en fait, tout simplement, face à toutes ces questions. Les problèmes rares, mais les rares problèmes naissent parce que les managers de terrain, les acteurs de terrain sont mal outillés, ou se sentent mal outillés. Donc, soit effectivement, ils ont peur, soit ils vont tout autoriser, de peur d'être accusés de quoi que ce soit, ce qui est mauvais, parce que ça va favoriser le communautarisme, soit ils vont tout interdire, ce qui est très mauvais aussi, puisque ça discrimine. Et donc, il s'agit de trouver le juste milieu, le juste équilibre. C'est un petit peu ça, l'esprit laïque, même si on parle de gestion du fait religieux dans l'entreprise et pas de laïcité. Donc, pour trouver ce juste équilibre, il s'agit de ne pas répondre à un seul intérêt particulier contre d'autres intérêts, à une seule demande contre des demandes autres, mais il s'agit d'offrir une réponse d'intérêt général. Voilà, vous avez l'exemple classique de la restauration collective. Eh bien, la restauration collective, l'esprit laïque commanderait de faire une offre de choix avec ou sans viande. Vous répondez à tout le monde comme ça. Sans prendre une prescription religieuse donnée, vous répondez, il n'empêche, à tout le monde. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que dans l'entreprise, vous pouvez restreindre le fait religieux, ça a été dit. Il suffit simplement de faire preuve de bon sens. Haïm Corsia l'a rappelé. Il s'agit simplement de ne pas entraver la bonne marche de l'entreprise. Donc vous avez différents critères qui sont rappelés par la jurisprudence, qui permettent de restreindre le fait religieux. Il faut simplement que ce soit justifié de façon objective. Lorsque vous voulez restreindre le fait religieux, il faut mettre de côté toute subjectivité, tout ressenti. Parce que sinon, ça devient discriminatoire. D'ailleurs, je rappelle, parce que il n'y a pas que M. Corsia sur lequel j'ai enquêté, puisque votre définition de la laïcité, c'est elle ne doit s'appliquer que sur les restrictions religieuses en entreprise, ne doivent être liées qu'à des questions d'hygiène, d'aptitude à la mission ou à la bonne marche de la société. Et se limiter globalement à ça. Sur ces questions de subjectivité, c'est essentiel, parce que c'est ce que je voulais juste préciser. Quand vous disiez tout à l'heure une forme de défiance, je ne sais plus quel mot vous avez employé, vous avez dit... quel mot il avait employé déjà? Je ne sais plus. Yael. Sous influence. Quand vous avez dit sous influence, j'ai eu un petit sursaut parce que ça m'a rappelé les propos d'un ancien ministre des Affaires étrangères parlant du Premier ministre supposé sous influence puisque sa femme serait telle ou telle chose. Je ne pensais pas du tout. Non. Oui, mais les mots sont les mots. Oui. Certes. Albert Camus, mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Donc là, vous avez dit. Et par exemple, cette notion de sous-influence, il faut la baser sur quelque chose de concret. J'ai aimé quand vous avez parlé des badges de Roissy. Roissy, il y a à peu près 80 000 personnes qui travaillent à Roissy. Il y a en gros 90 000 badges, parce qu'il y a ceux qui arrivent, les intérimaires, etc. L'an passé, ils en ont retiré 5. 90 000 badges, 5 badges retirés. Pas plus. Donc c'est rien de rien. Mais il y a des enquêtes. Donc quand dans une entreprise, on estime que quelqu'un peut être sous influence, il faut baser ça avec des enquêtes concrètes. Je vois par exemple ici cette entreprise qui nous reçoit a des gens très qualifiés pour s'occuper de la sécurité et de la sûreté. Le principe est simple, qu'on fasse une enquête et qu'on ait des faits. Parce que si c'est qu'on suppose que quelqu'un va être sous influence à cause de son nom, sa religion supposée, son degré de pratique religieuse, le fait qu'il va faire tel pèlerinage ou qu'il aurait de la famille à tel ou tel endroit, ça devient là de la discrimination, qui n'a rien à voir avec la laïcité, ou pas la laïcité, ça a à voir avec une accusation fausse contre quelqu'un qui, alors, parce qu'il aurait de la famille alors dans les pays de l'Est, mais il faut qu'il y ait une enquête. Mais quand monsieur je dis une Corsia, enquête, pour prendre un cas peut-être plus concret, parce que celui-ci, il est quand même du coup assez rare. Pourquoi pour revenir... Non, il n'est pas rare. Oui, prenons peut-être celui de l'alimentation, parce que par rapport à ce que disait M. Cadenne, qui lui est très ordinaire et relativement courant. Ce serait quoi une bonne pratique pour une entreprise? Est-ce que c'est ce que propose M. Cadenne, par exemple, ou imaginez une offre de choix également? Et une restauration collective. Bon, déjà, plus aucune entreprise, pratiquement, ne cuisine elle-même. Très rare. En général, c'est des prestataires extérieurs. Donc, dans l'appel d'offres, vous mettez poisson vendredi. Non, mais je mange comme tout le monde le vendredi. Mais Ben oui, vous avez tort, les rites se perdent. C'est l'un des problèmes. C'est l'un des problèmes majeurs de l'arrivée des rites réenchantés, je dirais, par l'islam, mais qui étaient les nôtres. C'est que nous sommes dans une société déritualisée et que quand quelqu'un dit moi là je mange pas, là je prends pas ça, là je ne prends pas ça,
dans une société où même nos amis, nos concitoyens catholiques ont abandonné leurs pratiques religieuses, c'est embêtant. Alors les protestants, ils s'en foutent complètement des rites, ils vont nous dire en permanence. D'accord avec moi? Je me le répète chaque fois. Mais c'est embêtant parce que qu'est-ce qui fait société, comme dirait Maurice Godelier? Ce sont, et ça c'est Durkheim dans sa définition d'une société, il dit qu'est-ce que c'est une société? Des rites et une tribu pour vivre ces rites. Une entreprise, c'est quoi d'autre qu'une tribu qui a des rites? Alors on peut rigoler à chanter, j'imagine, chez Disney, tous les jours ils doivent chanter le matin, bon un truc, je sais pas, chacun a ses rites, peu importe lesquels. Mais si dans une société on perd les rites, alors on perd aussi le sentiment d'appartenance, que ce soit à la société, on a perdu l'attrait pour la Marseillaise, l'attrait pour le drapeau, l'attrait pour tant de choses qui font qu'on n'a plus le sentiment de vivre dans le même espace. Dans les entreprises, il y a encore ce sentiment d'appartenance. Certaines plus que d'autres. Bouygues, par exemple, est surinvesti dans les symboles autour de son entreprise. Mais en même temps, ils ont un sentiment fort d'appartenance. Donc, quand vous faites l'appel d'offres à Eurest, à ce que vous voulez, vous faites l'appel d'offres en disant on voudrait avoir telle ou telle disponibilité de menu, c'est-à-dire variété. Comme de manière hygiénique, on appelle nutritionnelle, on est obligé d'avoir diversité de menus, qu'est-ce que ça vous coûte d'avoir des services? Je parlais de l'aéroport, je mange aux cantines d'aéroport de Paris, je prends des avocats sans rien, des tomates sans rien, des trucs, carottes, des yaourts, je peux manger, en tout cas je ne suis pas coincé à ne pas pouvoir partager cet instant de la table qui crée le sentiment d'équipe. Et c'est ça qui est important, qu'on ne soit pas exclu de ce qui se vit dans le monde de l'entreprise. Monsieur Stéphanie et Monsieur Moussaoui. Je crois que ce sentiment d'appartenance à l'entreprise que vous avez constaté comme nous est un des éléments pour lesquels, une des raisons pour lesquelles ça se passe plutôt bien dans les boîtes. Parce que les gens ont quelque chose en commun. À partir du moment où ils ont quelque chose en commun, eh bien, ça supprime beaucoup de problèmes. C'est pour ça il faut plus se méfier des interventions extérieures, même si elles sont quelquefois justifiées, bien sûr, que de... Bon. Alors, autre remarque, en préparant cette réunion, je me suis dit que pour ce qui nous concerne, on a parlé des difficultés rencontrées par les managers. Dans une entreprise de notre taille qui n'est pas très grande, mais c'est vrai dans tout, après tout, je pense qu'il faut qu'on donne des consignes pour que ce genre de questions soit... C'est ce qui se passe très généralement, mais s'assurer que ça remonte à des échelons qui sont celui des RH et éventuellement de la direction générale, si c'est nécessaire. Ça me semble très important, et on a eu un incident récemment, pas très grave, qui le prouve d'ailleurs, depuis notre entrevue de l'autre jour. On terminera sur la question du cadre ensuite qu'il faut fixer ou pas. Monsieur Moussaoui, et puis j'aurai une question pour Monsieur Vauclair après sur l'international. Sur la question alimentaire. Ah. Oui, sur la question alimentaire, je pense qu'il y a longtemps, lorsque la discussion a eu lieu, le Conseil français du culte musulman avait proposé simplement qu'il y ait un plat sans viande, qui pourrait arranger qu'il y ait un choix en quelque sorte. Et le choix, il peut se limiter même à un plat sans viande. Et je pense que ça posait aucun problème dans la mesure où les élèves, ils ont l'habitude, même dans leur vie quotidienne, de ne pas partager le même repas autour d'une table. Et certains ont voulu mettre le principe du fait que les élèves, ils vont se sentir en fait comme une sorte de communautarisation des élèves en ayant des élèves qui mangent un plat avec viande et d'autres sans viande. Je pense que ça c'est un faux problème dans la mesure où ils ont l'habitude de le faire dans leur vie quotidienne, y compris chez eux. Au sein d'une même famille, les repas peuvent être diversifiés à l'intérieur de la maison. Et dans les restaurants, n'en parlons pas. Concernant le cadre, on a l'impression, en fait, une illusion, le fait que sur une réalité très complexe, qu'une loi aussi perfectionnée qu'elle soit, qu'elle va résoudre tous les problèmes, c'est un leurre. En réalité, le nombre des cas conflictuels qui peuvent exister sans qu'il y ait la loi, mais avec un règlement intelligent des cas par cas, il présente moins de difficultés que lorsqu'on crée une loi qui, elle va multiplier les cas problématiques. Elle va créer des contentieux. Et simplement, je rappelle, à l'époque où
où la discussion a eu lieu sur le port du voile dans les écoles. Il y avait la décision du Conseil d'État 89 qui disait, en gros, aux enseignants, essayez de trouver des arrangements et surtout faire attention, bien sûr, au prosélytisme, mais que lorsque l'élève utilise son appartenance religieuse pour obstruer les cours, etc., il faut prendre des sanctions. Mais ensuite, ce cadre-là aurait pu résoudre beaucoup de problèmes. Après, il y a une circulaire qui demande aux enseignants d'interdire donc les signes religieux, et c'est là où les contentieux se sont multipliés. C'est après la circulaire. Après, la loi, elle est venue pour résoudre d'une manière, je dirais, ça a permis peut-être d'apaiser, mais ça n'a pas résolu tous les problèmes. Il y a d'autres problèmes qui ont surgi On verra si c'est la après règle la loi. qui a créé la déviance ou pas, mais je ne suis pas tout à fait de votre avis sur le sujet. Peut-être, Monsieur Vauclair, sur un éclairage par rapport à ça, puisque nous sommes, certes, dans un cadre franco-français, mais ça a déjà été évoqué en disant que à l'étranger, la vision, alors pas que de la laïcité, mais du fait religieux en entreprise, par exemple, ne se pose pas de la même manière. Vous connaissez assez bien les sociétés asiatiques, l'international. Quelles sont les pratiques dans ces pays-là et qu'est-ce qui est accepté par rapport aux signes religieux ? En fait, la question est assez difficile parce que vous allez avoir... J'ai cru que vous allez dire qu'elle était mal posée. Vous allez avoir des différences dans chacune des sociétés. Et bon, si on parle de l'Asie, est-ce qu'on parle de la Chine, de l'Inde, du Japon ? Enfin, là, à ce niveau-là, prenez l'exemple que vous voulez. On se retrouve avec des difficultés. Si on prend l'exemple de la Chine, en fait, la Chine a mis en place un système qui est donc un système aussi religieux que possible et qui ressemble vraiment beaucoup au système laïque qu'on trouvera en France. Donc si vous prenez l'exemple chinois, finalement c'est un système qui correspond vraiment beaucoup au nôtre, avec d'ailleurs les mêmes genres de tensions et les mêmes difficultés, bon, dans un cadre qui n'est pas aussi démocratique que le nôtre, mais qui néanmoins donc pose des questions qui sont assez intéressantes, puisque quand on regarde finalement ce que souhaite le législateur, on se rend compte que justement, avec intelligence, il souhaite essayer de répondre au cas par cas, mais il a peur de du fait communautariste. Je pense que s'il y a une chose qui a vraiment retenu mon attention, c'est ce que disait M. Corsia il y a un instant, en citant à juste titre Durkheim. Le fait est que effectivement, vivre ensemble, c'est... dans une entreprise, dans un pays ou au sein d'une religion, c'est avoir des rituels en commun. Et effectivement, une fois que ces rituels disparaissent, vous avez une fragmentation de la société avec, à ce niveau-là, souvent un certain nombre de conflits qui apparaissent. La manière positive dont vous le présentez est formidable, mais il ne faut jamais oublier qu'avoir des rituels en commun, avoir des croyances communes, ça signifie aussi poser des frontières. Et donc, en conséquence, ça signifie aussi écarter des gens de la tribu. Et c'est là où régulièrement il peut y avoir un problème. Parce que si vous avez une société, une tribu qui finalement n'est que tolérance et dont les frontières sont extraordinairement poreuses, très rapidement les gens ne s'y retrouvent plus vraiment. C'est ce qu'a démontré par exemple Weber dans le Savant et Poétique ou autre. Le fait est qu'on se retrouve à ce niveau-là avec justement une forme... le débat, si vous voulez, se trouvera beaucoup plus à savoir, mais où se trouvent les limites. Weber a parlé d'affinité élective. Oui. Et donc ces affinités électives se bâtissent sur quelque chose pas formel, mais quelque chose qui est à un moment un partage. Et on avait parlé de ça dans notre livre. Les affinités électives entre, par exemple, le judaïsme et le protestantisme, sur le texte, sur les prénoms, sur les localisations, sont soit des rites, soit des engagements qui font famille. Je dis, Maurice Godelisle a cette formule, faire société. Oui, mais je ne suis pas en désaccord avec vous du tout. Ce que je dis, c'est juste que ces affinités électives, elles ne vont pas forcément correspondre à une religion particulière. Mais alors, ne voyez pas la tribu ou le pays comme une exclusion, ni l'entreprise. C'est d'autant que le concept d'entreprise est beaucoup moins fermé. Regardez. Je dois mal exprimer parce que vous non, vous avez dit exclusif. Vous dites quand c'est trop poreux. À un moment ou à un autre, il va y avoir une ligne qui va être posée. C'est pas forcément une ligne religieuse, c'est pas forcément une ligne raciale, c'est pas forcément une ligne politique. C'est la plupart du temps en plus un mélange. C'est ça qui est compliqué et ce qui rend finalement le métier de sociologue ou d'historien passionnant. Le fait est que vous allez avoir justement une multitude d'identités. Et le côté intéressant, c'est de voir aussi comment vont se modifier et évoluer les identités religieuses au sein d'un pays, au sein d'une communauté, au sein d'une entreprise. Parce qu'à partir de là, vous allez aussi avoir des alternatives selon tout un chacun. Est-ce que ce qui compte finalement dans les systèmes anglo-saxons, c'est les bouts de tissu? Non. Et effectivement, vous allez avoir donc des agents de police avec un turban sikh.
sans que ça pose de problème. En revanche, est-ce que les Sikhs peuvent utiliser, donc vous savez hein, qu'ils obéissent à la loi des 5 cas, et donc normalement, ils doivent avoir effectivement le Christ. Est-ce qu'ils peuvent dans la société anglaise? Non, ils ne peuvent pas. Or, c'est fondamental. Mais le fait est que là, à ce niveau-là, la société anglaise a dit, bon, le turban, oui, le Christ, le couteau, non. Et vous Voir avez la tête du couteau aussi. Hein. Je ne vous dis pas que la tête du couteau. Ah oui, c'est vraiment une machette. Donc à partir de ce moment-là, vous avez également cette idée-là et effectivement la volonté finalement d'arriver à un point commun, un consensus. Alors, un juste avant de compromis réagir, pour parce que reprendre nous avons M. précédent. Moussaoui qui a déjà dépassé largement le temps, et je crois que M. Cadane doit aussi nous quitter. Et ce qu'on fera après, ce qui fera une forme de transition, des questions parmi le public. Peut-être sous forme de conclusion, que ce soit et M. Cadane et M. Moi, Moussaoui sur le sujet. simplement répondre en avance à votre question future sur le cadre, à mon sens et au sens de l'Observatoire de la laïcité, le cadre il est posé. Il est posé, c'est la loi, et la loi n'a pas besoin d'être changée. Les limites sont claires, c'est la liberté de chacun, la liberté d'autrui, l'indépendance de l'État. À partir de là, le cadre est posé. Il n'est pas utile d'aller plus loin parce que la loi ne pourra pas toujours tout résoudre. En France, on croit toujours que la loi peut tout résoudre. C'est un leurre, effectivement. C'est une erreur et au contraire, ça peut créer de nouveaux problèmes, de nouvelles crispations et ça peut même alimenter un discours victimaire parce que ça peut devenir discriminatoire. Donc, à notre sens, la loi aujourd'hui suffit largement. Simplement, il faut un peu de bon sens et aussi des formations multiples à ce droit pour que le droit soit bien connu. Alors, M. Moussaoui, peut-être pour vous libérer aussi, si vous voulez. Oui, en fait, effectivement, je pense que le cadre de la loi permet de résoudre tous les problèmes. Mais en même temps, il faut dire que les musulmans, et je rejoins un peu ce qui vient d'être dit concernant les Sikhs, les musulmans font un effort considérable pour adapter leurs pratiques culturelles à l'environnement dans lequel ils évoluent. La question, par exemple, je prends la question des prières, pour prendre cet exemple-là, il n'est pas nécessaire qu'un musulman fasse les 5 prières à des intervalles identifiés. Il peut regrouper, par exemple, en 3 moments. Donc, la religion elle-même, elle contient en son sein des moyens d'adapter la pratique culturelle à différentes situations qui se présentent aux croyants musulmans. Et de nombreuses situations comme ça, je peux en citer plusieurs exemples, mais il y a cet effort d'adaptation d'un côté, du côté du croyant, et puis je pense que lorsqu'il y a une application intelligente et l'esprit de la loi, ils sont forcément restés à la lettre, on peut résoudre toutes les situations de difficultés qui peuvent se présenter. Alors, j'aimerais peut-être, avant de pouvoir, qu'on ait peut-être une ou deux questions dans le public, je vais libérer ceux qui doivent absolument partir. Merci, messieurs, et à très bientôt. J'en profite, mais il faudrait peut-être que j'ai un étudiant qui vienne me rejoindre pour pouvoir transmettre le micro, si vous avez, et qu'on puisse profiter. Alors, je vais vous prendre un des micros, puis on se passera à l'autre. Tiercelin, parce que si tous les étudiants s'en vont, là, je vais être gêné. Vous avez ici? Ah, Vincent, pardon. Alors, je vous laisse du coup. Alors, est-ce qu'il y a peut-être, je sais que le temps est rallongé et qu'on déborde un peu, mais est-ce qu'il y a peut-être parmi l'assistance des questions plus piquantes qu'on aurait posées? Oui, bonjour, Philippe Bouchet, je suis DRH chez Orange. J'ai plusieurs remarques, des anecdotes, si vous me laissez un petit peu de temps. Oui, moi aussi sur Orange. Moi, je pense que le premier point, c'est que le manager, lui, ce qu'il demande, laïcité, neutralité, il lui demande de l'équité. Et je pense qu'il est intéressant dans notre débat, c'est qu'on est en France, on est une tradition catholique. Et moi, en tant que DRH, j'ai entendu quand même des réflexions de managers qui disent « Ouais, mais tu comprends, toutes les fêtes religieuses catholiques, si je suis catholique, j'y ai droit, mais si je suis musulman, j'ai des fêtes en plus. Et donc, il n'y a pas une équité de traitement dans les salariés de mon équipe. » Bon, ça, c'est un premier exemple. J'ai été manager d'une commerciale dans ma carrière et elle avait l'ambassade d'Iran comme client. Elle y est allée, elle était en mini-jupe, elle s'est fait refouler. Elle revient chez moi et elle me dit « J'ai pas pu faire mon acte commercial, c'est de la discrimination de la part du client. »
Je peux vous dire qu'en tant que manager, c'est très difficile à gérer. Elle n'était pas mal habillée, mais en tant que femme, elle s'est sentie elle-même rejetée, si vous voulez, et là aussi pour des raisons religieuses. Donc voilà, donc deux exemples que je voulais vous dire. Et donc je crois que M. Sibéras, qui était le patron de la NDRH, avait proposé de gommer, entre guillemets, les jours fériés et de donner une quotité de jours fériés à chaque salarié, de manière à rendre cette équité un petit peu plus visible de la part des managers. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez par rapport à ça. Messieurs. La question des jours fériés est une question récurrente, mais il faut aussi se renseigner sur l'histoire de ces jours fériés. Il y a 11 jours fériés en France. J'ai regardé, l'Observatoire de la laïcité a déjà travaillé ces questions-là, mais enfin, il y a quand même 7 jours sur 11 qui n'ont pas de motif religieux. Il faut quand même le redire. Et ceux qui sont fondés sur un motif religieux, vous les connaissez, c'est l'Assomption au mois d'août, la Toussaint, le jour de Noël et l'Ascension. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Et la Toussaint, c'est... Bon. Donc, je veux dire, certes, comme vous l'avez dit, on peut encore être légitime en disant que la France est de tradition catholique, mais pardonnez-moi, c'est pratiquement terminé. Il faut arrêter. Le catholicisme est minoritaire dans ce pays, l'islam aussi, le judaïsme n'en parlons pas, le protestantisme c'est 2 millions de personnes, donc je veux dire, on est dans un pays sécularisé et dont la religion n'est plus majoritaire depuis les années 50-60. Alors on peut vivre sur des mythes, mais je crois qu'il faut maintenant entrer dans le réel de ce qu'on appelle la postmodernité, et qui vaut aussi d'ailleurs pour beaucoup d'autres pays d'Europe, et qui va valoir aussi pour des pays comme les États-Unis, dont on pense que c'est un pays religieux. Tout le monde dit que les États-Unis sont des pays religieux, mais enfin il y a quand même un phénomène de sécularisation et de démocratisation qui nous oblige à comprendre la question qu'on évoque aujourd'hui sous l'angle juridique. Et Nicolas Cadenne l'a dit très clairement, on n'est plus dans la concurrence des mémoires. Alors certes, et je terminerai là-dessus ce grand excursus, certes aujourd'hui, il y a des postures identitaires et des revendications convictionnelles d'autant plus visibles et audibles, et sur lesquelles d'ailleurs se jettent les médias, parce que ce sont des revendications et des postures identitaires très agressives, parce qu'elles font fond sur une société complètement sécularisée. Mais il faut pas prendre les exceptions pour la règle. Nous sommes passés au crible, et l'enquête l'a montré. Enfin, si vous analysez cette enquête, elle confirme tout ce que disent les enquêtes sociologiques en sociologie des religions depuis à peu près une quarantaine d'années. Donc rien de nouveau. Au contraire, devant nous, un horizon où la loi qui inventera sans doute, ou qui fera qu'on invente d'autres rituels. Et moi, je pense que les rituels... on n'a pas de rituel chez nous. Enfin, les protestants... Ils mangent de tout, enfin, ils mangent pas ce qu'ils aiment pas, et puis c'est tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des rituels, on peut se tourner en arrière pour les réactiver, mais c'est pas la peine. Enfin, c'est fini. Par contre, ce qui nous revient comme démocrate et comme chef d'entreprise ou comme citoyen, tout simplement, c'est d'arriver à faire en sorte que ce vivre ensemble soit fondé sur de nouveaux rituels. Et on n'arrête pas d'en inventer des nouveaux rituels. On n'arrête pas de faire société, comme disent les sociologues, de faire famille, de faire quartier, de faire les uns et les autres une société à venir où des rituels nous relient les uns aux autres. Et ça, je crois que c'est ce que nous produisons, parfois même sans nous en rendre compte, et c'est ce qui est devant nous, et c'est ce qui, à mon avis, sauve nos sociétés occidentales, en dehors du fait religieux en tant que tel. Alors, on va peut-être... Pardon, juste sur la question de monsieur, là, qui me paraît très intéressante. Premièrement, une ambassade, c'est un État étranger. Ils ont leurs règles. Maintenant, surtout quand vous êtes Orange, je pense que si on a la force... Si c'est une entreprise qui doit pleurer pour avoir des clients, ok. Mais si on a la force de dire, écoutez, c'est comme ça que ça se passe chez nous, nous, voilà, vous ne pouvez pas, c'est elle qui est responsable de ça, elle s'habille comme elle veut, il n'est pas question qu'on la transforme, parce qu'en France, l'essence est acceptable, vous allez vous fournir ailleurs. Si vous le faites 10 fois, 100 fois, 1000 fois s'il faut, à la fin, vous imposez aussi une forme de respect des règles qui sont les vôtres. Et si tout le monde fonctionne en respectant des règles de vie commune, à ce moment-là,
il n'y a pas de possibilité de déroger à la façon d'être. En réalité, c'est parce qu'il y a toujours des tricheurs. Des gens qui vont accepter. J'ai vu ça dans les armées. Dans les armées, on dit on deal pas, on fait pas ça avec tel ou tel pays. Et puis il y a toujours un pays qui va tricher, qui va le faire différemment, et qui va fournir, etc. Donc, en fait, c'est une question collective de respect des personnes. Si par exemple un client se comporte mal avec vous, il se comportera mal avec tout le monde. Il faut donc qu'il ait la capacité à tenir bon sur les valeurs. À mon sens, c'est la seule réponse possible, parce que vous ne pouvez pas dire à la dame habille-toi différemment, parce que comment on va lui dire décemment? Mais c'est décent. En France, dire c'est pas décent, c'est même vulgaire. Dire que vous ne la voyez que comme une cible. Je sais pas comment elle était. Faudrait qu'on juge sur photo. Qu'est-ce que t'en penses? Mais non, mais voyez à quoi on rentre. On va commencer nous à mesurer un tissu et la jupe et tout. C'est scandaleux. Donc en fait, la seule réponse qui consiste, à mon sens, à appeler le client. Écoutez, vous avez refusé notre intervenant. Vous savez quoi? Comme vous voulez, mais elle reviendra habillée de la même façon. Et vous ne voulez pas, on rompt le contrat, mais de votre fait. Nous, on est prêts. Comment? Pardon. J'ai bien précisé avant que c'est une ambassade qui est gérée avec les lois de son pays. Mais un client lambda... Où? Non, mais un client lambda. C'était Iran, il a dit. Donc, mais c'est une ambassade, donc on peut respecter leurs lois locales. Mais sinon, un client lambda, je vais bien préciser que les ambassades sont régies par les lois de leur pays. Donc c'est nous qui acceptons. C'est ce qu'on avait fait par exemple avec Air France. Moi, ça m'avait surpris qu'Air France mettait une genre de châle sur la tête des hôtesses quand ils desservaient justement Téhéran, quand on desservait Téhéran. Bon, mais c'est la règle du pays où on est. Alors, on ne va pas discuter. Elles enlevaient l'alcool des bars de l'avion. Elle les fermait tant qu'elles étaient dans l'espace aérien. Bon, c'est la règle locale. Comme quand on va aux États-Unis, personne ici ne bronche et on reste derrière la ligne jaune ou le bonhomme. Alors qu'en France, on est là, on s'en fout complètement en France, parce que le policier aussi s'en fout. En Amérique, personne ne rigole. Mais personne ne bronche parce que c'est leur règle. Alors on se plie aux règles. Mais je crois qu'il y a une grandeur des entreprises à tenir bon sur des valeurs. Autre question, s'il y a des personnes qui veulent réagir. Alors, une là, on en prend 2, 3 et puis après nous clôturons puisqu'on ne pourra pas forcément... Alors. Bonjour, donc Amina Aya, je suis une ancienne étudiante de Redis. Ma question c'est que, en fait, donc, je suis de confession musulmane. J'ai jamais senti de discrimination de par mon origine ou mon sexe, donc il n'y a aucun souci. Par contre, c'est vrai qu'en entreprise, M. Poiron en a parlé tout à l'heure, lors des entretiens, on ne parle pas forcément donc, de son appartenance religieuse, mais une fois qu'on est en entreprise, ça peut se faire voir. Et du coup, on a un peu un réflexe de protection où la religion devient un petit peu tabou. Et je voulais juste savoir, en fait, quand on parle de laïcité et de neutralité, est-ce que c'est le bon comportement à avoir que de ne pas trop parler de ses pratiques religieuses ou de se protéger un petit peu pour ne pas être face à... Là, pour le coup, c'est le cas inverse, c'est plutôt les autres qui vous poussent presque à vous dévoiler ou à en parler alors que vous étiez un peu discret. Tout à fait. Alors, moi, à mon sens, vous faites vraiment comme vous voulez. Je pense que on ne peut pas vous obliger à parler de votre religion, comme on ne peut pas vous obliger à parler de votre orientation sexuelle ou de quoi que ce soit qui vous est propre. Enfin là, ça vous est complètement personnel. En revanche, si le contexte de travail est suffisamment ouvert et bienveillant pour que vous vous sentiez bien pour en parler, c'est le principe, je dirais. Et c'est tout le métier de Marie-Dominique ou le mien, d'essayer de faire en sorte que les entreprises soient bienveillantes, quel que soit le contexte personnel de la personne. Et que le salarié puisse se sentir le droit de s'exprimer et d'exprimer ses convictions, quelles qu'elles soient. Alors là, on n'est pas dans le prosélytisme, bien sûr, mais on est dans l'expression de ses convictions dans un collectif de travail qui veut bien l'entendre. On l'a vu dans l'enquête, la plupart des gens connaissent les convictions religieuses de leurs collègues et 92% sont tout à fait, ne sont absolument pas gênés par une pratique religieuse quelle qu'elle soit. Après, tout est une question de dosage, une question d'essayer de pas que l'entreprise fasse en sorte que l'environnement soit bienveillant.
que le collectif de travail soit bienveillant. Et après, c'est vraiment à la personne de décider si elle a envie ou pas d'aller sur ce terrain-là. Oui, je crois qu'il est quand même très important que les salariés se sentent respectés et que ça lève beaucoup de... Bon, et qu'ils aient confiance. C'est-à-dire quand on leur dit quelque chose, eh bien c'est vrai, et ça change, à mon avis, beaucoup de réactions. Voilà, évidemment, le débutant qui arrive, il n'est pas forcément au courant de ce qu'on peut dire ou pas dire, mais il me semble très important qu'on puisse exprimer sur un sujet comme ça, si on le souhaite, en ayant quasi la certitude qu'on sera bien accueilli. Et je pense que ça vient quand même pas mal de la culture d'entreprise. Je vous propose de prendre une seule dernière question, parce que le temps file. Et là, comme il y a plusieurs mains, évidemment, c'est compliqué. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Jordan Nzouzi. J'ai une question. Cette question s'adressait à M. Cadenne, mais malheureusement, il est parti. Puisqu'il nous a parlé donc d'une profonde méconnaissance de la laïcité, moi, je voulais savoir quelles étaient les solutions que le gouvernement et même les religions comptaient mettre en place pour parfaire donc cette méconnaissance. Et Monsieur Corsia nous avait donc défini donc la laïcité comme étant donc la neutralité de l'État et la liberté des pratiques religieuses. Et moi, maintenant, j'aimerais savoir, nous ici, nous avons parlé durant plus de 2 heures sur ce sujet, mais comment allons-nous donc apporter une solution à ceux qui vont bientôt entrer dans le monde du travail, tout simplement? Vous avez encore 1 heure devant vous. Non, ça tient en 2 mots. Keep cool. Voilà. C'est-à-dire, il y a des fois des évidences. Moi, je voudrais juste conclure mon intervention là en te citant Rétif de la Bretonne. C'est pas un rabbin, bravo homme. Rétif de la Bretonne a dit « Le travail produit des inégalités justes ». Ma règle, c'était, quand je gérais ça dans les armées, toutes les demandes sont acceptables par quelqu'un qui est motivé, qui est volontaire, qui en fait plein. Et c'est normal qu'on lui rende ça en comprenant que là, il doit partir, là, il doit faire ça, aucun problème. Crois-moi, le fumiste qui en fait le moins possible, qui emmerde tout le monde, quand il viendra avec sa demande pourrie sur tel truc, l'aliment, le machin, le jour de fête ou quoi, on lui dira, excuse-moi, mais là, c'est pas possible. Donc il y a une question d'engagement. Et je te dis, le travail produit des inégalités, mais elles sont justes. Et ça me paraît important. Parce que si on commence à niveler tout, alors il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de personnalisation. Et le pasteur a remarquablement dit tout à l'heure que nous sommes tous et toutes des personnes entières, avec nos engagements, nos faiblesses, nos besoins, nos demandes et nos capacités à apporter quelque chose d'unique. C'est ça l'idée. Donc keep cool. Je peux ajouter quelque chose qui fait le lien avec Nicolas Cadenne, donc, qui nous a quittés, mais qui est toujours dans nos cœurs. Et donc on va le faire parler. On va le faire parler en son absence. Il se trouve que l'Observatoire de la laïcité auditionne les responsables religieux. Et à l'occasion de ces auditions, autant le grand rabbin que l'imam ou que nous-mêmes, nous donnons des recommandations, on donne nos avis. Alors il y a plusieurs choses. Il y a l'enseignement du fait religieux, qui est quelque chose qui commence à advenir à la conscience de l'éducation nationale dans ce pays. Le rapport Régis Debray, c'est 2002, on est en 2015, on peut espérer que dans les années 2020-30, on aura entamé quelque chose. Il y a la formation des cadres religieux qui interviennent dans le cadre des aumôneries. Et ça, c'est la loi 1905 qui autorise l'État à s'occuper de cette formation des cadres religieux, donc des imams en particulier, parce que ce sont eux qui ont sans doute un gap plus important à rattraper par rapport aux juifs, aux catholiques, aux protestants. Et puis, il y a la formation du personnel administratif. Et je pense en particulier aux responsables élus ou administratifs dans les collectivités locales, territoriales, etc. Et là, il y a un vrai effort qui n'est pas fait aujourd'hui dans l'administration. Et enfin, l'entreprise. Mais là, c'est l'école Eurydice, qui doit peut-être à un moment donné ajouter 2 heures ou 3 heures sur le rapport.
non pas par semaine, par jour, sur la question du fait religieux, de la laïcité, du rapport dans l'entreprise, etc. Et là, vous voyez, c'est ce genre de débat qui peut distiller cette idée que la laïcité, comme je l'ai dit en commençant, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'acquiert, qui se nourrit de ce que les citoyens vont en faire demain. C'est un cadre à habiter. Si nous ne l'habitons pas, ça restera lettre morte. Et donc là, il y a peut-être une alerte pour une école comme la vôtre. Alors, vraiment, toute dernière remarque, et puis nous conclurons cette soirée, s'il vous plaît. D'accord. Je voudrais juste conclure pour continuer de répondre à votre question en vous exhortant donc effectivement à garder votre calme et puis en même temps à user de pragmatisme. Si vous prenez la majorité des pays asiatiques, ils ont une manière beaucoup plus syncrétique que nous. Enfin, ils mélangent beaucoup plus les religions locales que nous. Finalement, nous sommes dans un pays avec des religions jalouses et on va avoir tendance à utiliser ces religions comme si c'était une identité presque unique. Or, nous avons tous une multitude d'identités. Ça fait partie quand même des choses qui sont assez justes. Donc, vous pouvez aussi de temps en temps... je ne sais pas, ça c'est à vous d'évaluer, je ne me permettrai pas de noter. Mais dire qu'on a des religions jalouses, je ne suis pas d'accord. D'accord. Vraiment. Parce que comme le disait le pasteur Claveroli... Oui, comme le disait le pasteur Claveroli... je suis content que vous réagissiez avec beaucoup d'énergie à ce que je dis. Mais non, parce qu'il n'y a pas de jalousie. La laïcité nous permet de ne pas être jalouse. Nous ne sommes pas dans un combat pour des parts de marché, on s'en fout. On est en équité. Je ne parle pas de parts de marché, vraiment. Mais si, le fait est jalouse, que ça veut dire qu'on pense qu'une est mieux traitée que l'autre. La réalité, c'est que, croyez-moi, je ne veux pas faire un front des religions, mais dans les entreprises, quand quelqu'un est visé, comme ils ont, les DRH ont peur de donner le sentiment qu'ils stigmatisent l'un ou l'autre, ils massacrent tout le monde. Tout le monde devient le dégât collatéral de la gestion d'un. Donc, c'est pas qu'on fait un front commun, mais il faut dégager des espaces cool pour tout le monde. Alors, remarquez que je c'est ne l'inverse, suis en rien en désaccord avec vous, vraiment. Le fait est que, justement, on verra plusieurs choses. D'une part, une revendication religieuse qui est parfois pressante et qu'on aura moins en Asie parce que, tout simplement, l'identité sera plus fortement marquée ici ou désirée comme telle. Quand vous allez au Japon ou en Chine ou effectivement même un petit peu plus loin, on vous dira de quelle religion êtes-vous ? C'est une question qui apparaît presque absurde. La personne ne saura pas vous répondre en fait. Et vous avez des proverbes qui disent, d'ailleurs dans les deux pays, la Chine et le Japon, qui disent en fait je suis confucéen au travail, je suis shinto ou bien ma religion locale, donc pour les grandes occasions de la vie, et puis bouddhiste avant la mort. Et donc, vous allez avoir cette idée de syncrétisme qui, pour nous apparaît un peu absurde, voire choquante. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on se retrouvera avec un débat qui est réellement différent. Et la dernière chose est qu'effectivement, cet espace de liberté, il est important, mais il ne faut pas oublier qu'il est quand même minoritaire. Si vous regardez l'excellente étude qui nous a été présentée, vous remarquerez que là, quand même, la majorité, ça a été souligné par tous les intervenants, c'est une majorité qui, en fait, n'est pas religieuse. Donc, à partir de là, on se retrouve à nouveau aussi dans une question d'identité d'une minorité, et souvent avec des revendications qui correspondent aussi à cette place minoritaire. Et ça, c'est un fait intéressant. En tout cas, M. Leclerc, ça veut dire qu'on aura une saison 2 l'année prochaine pour répondre à la question. Je réponds à la question, mais là, il y a quand même un truc. Je ne veux pas rentrer dans les chiffres, mais il y a quand même un truc. Si vous rentrez là-dedans, vous remarquerez qu'il y a 26%, dans votre étude, 26% se disent être discriminés pour un fait religieux. Or, vous avez moins de 20% qui se disent pratiquants. Donc ça, c'est un problème. C'est-à-dire que... Mais c'est un problème. Ça veut dire que ils seraient donc discriminés sur un fait qui n'est pas de la pratique. Donc sur quoi ? Donc, vous voyez, c'est du subjectif aussi. Et on est dans l'hyper-subjectif, comme on le voit. Et là, vous avez raison de le rappeler, il faut sortir un peu de France pour voir comment ça peut se passer à l'étranger. Les Canadiens ont leur système avec les accommodements raisonnables. En fait, il faut trouver de l'intelligence qui est typiquement française, qui consiste à trouver toujours des solutions un peu plus futées, en écrivant moins et en adaptant un peu plus. Merci beaucoup. J'ai demandé encore une seconde, puisque je souhaitais et je rappelais, pour conclure cette soirée,
que cette conférence était avant tout un projet étudiant, et je souhaitais que ce soit la chef, en l'occurrence, de ce projet, qui puisse, on appelle ça un chef de projet, qui puisse conclure cette soirée. Rabia, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Bon, je vous avais prévu un beau discours, mais je vais éviter. Ça ferait du mal à Monsieur Fantoni. En tout cas, on a été fiers aujourd'hui de vous accueillir. On est très heureux du résultat de cette conférence. On avait imaginé un échange enrichissant, un échange qui nous permettait vraiment de compléter le cursus, comme disait Monsieur Poirot. Et je pense que de tout ce qu'on a pu imaginer dans les temps forts et les grands moments de doute du projet, de ces nombreux mois de préparation, on avait imaginé un échange aussi beau. Et en tout cas, on vous en remercie vivement, tous. Je tiens à remercier au nom de l'équipe les personnes sans qui tout ça n'aurait été possible. Et je vais commencer par... est-ce que je te cite ou pas? Yael Hirschhorn. Oui, moi aussi. Elle est vachement sympa. C'est l'une des toutes premières personnes en fait qui a été contactée. Elle nous a fait confiance alors que le projet n'était qu'un embryon. Elle nous a accompagnés, elle nous a enseigné ce qu'elle savait. Elle nous a permis aujourd'hui d'aboutir à ce résultat, en tout cas en grande partie. Je remercie également Lionel Honoré, qui n'est pas présent ce soir du fait de sa localité en Polynésie, mais qui, malgré les heures de décalage et les kilomètres, a su nous accompagner tout au long de sa préparation. Il nous a mis en lien avec Aline Crépin, qui nous a également beaucoup épaulés à travers ce projet, qui elle-même nous a mis en lien avec Marie-Dominique Leclerc, qui nous a permis de concrétiser ce projet. Nous vous sommes tous hautement reconnaissants. Un grand merci à vous. J'oubliais l'essentiel. Un grand merci à toute l'équipe projet et toutes les personnes qui ont été en poste aujourd'hui pour nous permettre de vivre un aussi beau moment. Merci à l'équipe.